Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo là on va parler d'un outil qui s'appelle WooRank. Donc voilà, le site internet c'est woorank.com. Alors pourquoi j'ai choisi cet outil là? Tout simplement c'est un outil, lorsque j'introduis en fait un site internet, il va me donner un rapport complet de ce site internet là et surtout avec des recommandations. Ça veut dire pour tout ce qui est référencement, soit la partie technique ou bien partie marketing, il va m'aider étape par étape. Et c'est pour cela que je trouve que c'est un outil vraiment complet, c'est-à-dire qu'il travaille avec les scores, il peut m'accompagner étape par étape, il peut me faire le tracking des mots-clés, ça veut dire que moi j'ajoute des mots-clés, il va traquer ces mots-clés-là pour me donner en fait voilà le positionnement de ces mots-clés-là par rapport aussi à mes concurrents. Et surtout je peux aussi faire sortir ce qu'on appelle un rapport en marque blanche. Alors rapport en marque blanche c'est quoi? Alors imaginez que j'ai des clients, je vais leur travailler le référencement, je peux entrer dans cet outil-là, introduire leur site internet et en simple clic je peux ajouter mon logo et le rapport que je vais faire sortir par la suite il va être avec voilà le logo de mon entreprise ou personnaliser ce logo là. C'est très intéressant et cette option là c'est une option vraiment très intéressante. Ils peuvent même aussi, il y a cette option génération de leads, ça veut dire qu'ils vont vous donner un petit formulaire que vous pouvez le mettre sur votre site internet et toute personne qui veut avoir un rapport sur leur voilà site internet, ils vont ajouter par exemple leur adresse email et leur site internet et ils vont recevoir à partir de votre site internet leur rapport. Et ça c'est très intéressant, ça vous permet bien sûr de chercher des gens intéressés par le référencement. Il y a aussi une petite extension que moi je trouve qu'elle est très intéressante, donc c'est une extension là que je veux l'avoir ici, voilà, qu'on l'installe ici. Lorsque je clique sur cette extension là, automatiquement et très rapidement il va me faire un score de mon site internet. Par exemple ce site là il est à 81%. Et il me donne voilà quelles sont les choses que je dois improver et corriger, quelles sont les erreurs que je peux le trouver. Je peux par exemple, alors ce qui est très intéressant en fait, par rapport à chaque partie, il va vous donner ce qu'on appelle une recommandation, il vous explique voilà ce qui est recommandé, ce qu'il faut faire. Par exemple là il vous dit le titre doit être entre 20 et 70 caractères, moi j'en ai que 24, donc c'est peu, donc il faut ajouter encore la partie meta description aussi. Et ça ce qui est très intéressant parce que c'est un outil qui va vous éviter voilà à par exemple à travailler avec un fichier Excel et à faire étape par étape. Non pas du tout, vous faites le travail, il va vous faire actualiser le score et vous pouvez faire sortir votre PDF. Voilà. Alors au niveau de tarification, d'abord il faut savoir qu'il y a une version d'essai. Voilà, vous pouvez faire une version d'essai, il vous permet de faire un seul projet de A à Z, que vous pouvez générer les rapports, faire le suivi des mots-clés et tout. Et au niveau de tarification, moi je trouve que l'outil aussi il est acceptable, il est correct. Ça veut dire que là, il me permet par exemple à pratiquement 19 $ par mois. Il me permet en fait de générer jusqu'à 100 pages, donc c'est-à-dire faire jusqu'à son site internet. Et ça c'est très intéressant. Je peux télécharger donc les rapports. Et ça aussi c'est très intéressant. Et aussi created a limited instant review via Chrome and Firefox extension. C'est-à-dire que l'utilisation en fait de cette extension là c'est illimité. Ça veut dire que vous pouvez le faire dans tous les sites internet que vous voulez. Et ça c'est très important. Donc voilà, à chaque fois que je change de page, il me fait un score spécifique pour cette page là. Et moi je trouve que ça il est très intéressant. Il y en a ceux qui veulent payer annuellement, donc ça touche dans les 12, on va dire 12 €. Voilà, si pour les personnes qui achètent d'une manière annuelle. Bon, il y a d'autres options. Bon, celles qui pro, premium et tout. Bon, moi je pense que c'est pas assez bon, c'est très développé pour ceux qui sont des agences, peut-être qu'ils auront besoin en fait de cette version là, mais la version light moi je pense que c'est une version qui est bonne, voilà, qui est correcte, que je peux l'utiliser voilà sans aucun problème. Donc par exemple là celui-là il peut aller à l'optimisation d'un site internet. Donc là, il peut aller à travailler carrément tout un site pour l'optimiser, donc un suivi détaillé sur un site. Là, il peut pister et traquer 50 mots-clés, il peut parcourir 2500 pages avec voilà, ce qu'on appelle une option notre site crawl. C'est une option qui entre dans un site qui fait toute une analyse d'un site internet. Bon, après, bien sûr, tout dépend des besoins. Mais je pense moi que la version light, elle est suffisante là, pour personne qui veut apprendre déjà le référencement. J'aime beaucoup cet outil parce qu'il y a la partie apprentissage. C'est-à-dire qu'à chaque fois,
il y a en fait des explications très claires, très simples, il y a du score, voilà, et ça c'est très très important, surtout pour les débutants, c'est pour ça que je le recommande. Donc on va essayer à aller petit à petit, à faire une petite installation et commencer à comprendre, à diagnostiquer en fait les outils avec cette option-là, cette extension-là, ou Rank. Alors après l'inscription, donc j'ai ici l'accès en fait au back-office et vous allez voir que ici à gauche, je vais trouver en fait quelques options, quelques rubriques. Alors la première rubrique, celle-là, elle permet de faire ce qu'on appelle l'optimisation, c'est-à-dire que je peux créer un projet, mettre un site internet, voilà, d'un client, bien même de mon site internet, et commencer à faire l'optimisation. Il y a aussi ça, ce qu'on appelle l'audit, et généralement l'audit en fait, on va essayer ici de voir voilà toutes les informations et les rapports par rapport à un site internet et l'état de santé de ce site-là. Il y a la possibilité donc de travailler un PDF pour que lorsque je vais faire l'exportation de rapport, je peux avoir un rapport avec voilà mon logo, mon nom d'entreprise, avec de la page. Donc du coup, ça va être quelque chose personnalisé. C'est comme si c'est moi qui l'a fait. Et il y a aussi donc voilà le My Leads. Donc ça c'est un petit peu le formulaire que je peux le copier sur mon site internet et les clients et voilà ils vont mettre leur nom, adresse email, numéro de téléphone et l'URL et par la suite je vais leur générer automatiquement à partir de cette extension là automatiquement donc les informations. Alors il faut savoir que là soit je peux travailler sur ce back office là en créant ici un projet où je peux revenir, par exemple là je prends mon site internet juste à titre d'exemple et je peux utiliser ici là-haut à droite donc l'extension. Donc l'extension bien évidemment je peux l'installer à partir de site internet, donc elle est là, elle est disponible sur Firefox et aussi donc sur Google Chrome. Il suffit tout simplement donc d'aller au site internet de woorank.com et télécharger l'extension. Et là, je peux tout simplement cliquer ici sur l'extension. Vous allez voir en quelques secondes, lorsque je clique ici, il va me faire voilà le score de mon site internet. Il me dit voilà, j'ai un score de 67, donc c'est pas encore vert. Donc c'est vrai qu'il y a quelque chose, des informations techniques qui ont été traitées, mais d'autres en fait qu'il faut vraiment voilà aller travailler. Il y a des erreurs aussi qu'il faut les corriger. Et ici j'ai la possibilité de faire on va dire un filtre pour voir par exemple uniquement ce qui a improuvé, d'autres qui il y a des erreurs si je veux voir juste les erreurs, donc ça c'est un filtre. Ensuite ce qui est très intéressant comme on a vu, donc là je vais voir toutes les informations et bien sûr moi je vous conseille d'aller de haut jusqu'en bas, voilà, pour aller donc analyser toutes ces informations là. On va essayer en fait dans cette formation là de voir ensemble toutes les données et les informations qui ont un rapport avec tous ces données-là. On va parcourir un à un et voir un petit peu si il est en rouge, comment il faut en fait le fixer, s'il est en orange, comment il faut l'améliorer, si c'est en vert même, on va essayer de comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Et toutes ces données-là, tout ce que vous êtes en train de voir là maintenant ici dans cette extension-là, je peux le faire sur n'importe quel site internet, il fallait juste que j'installe l'extension. Bien évidemment, il faut faire un compte. Et vous pouvez bien évidemment juste travailler avec un compte gratuit pour faire voilà une opération sur un site internet pour voilà donc extraire les informations. Je rappelle que l'extension elle fonctionne sur tous les sites internet, même si vous avez une extension, même si vous avez voilà un compte gratuit. Mais bien évidemment pour ceux qui sont professionnels, s'ils aiment en fait le système, bien sûr ils peuvent s'inscrire. Voilà. En tout cas, on va essayer de parcourir tout ça, comprendre un à un donc les informations. Bon, on va essayer d'aller tout droit vers les options surtout qui sont les plus importantes, qui ont une influence sur votre positionnement en fait sur Internet. Et ça aussi, c'est très 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 intéressant. On va commencer donc ici en fait par donc les informations. Je peux aller à mon back office. Dans optimiser ici, je peux cliquer ici pour créer un projet. Donc le nom de domaine, donc je vais juste copier un nom de domaine de test. Donc vu que moi j'ai accès à mon site internet, c'est pour cela que je vais tout simplement l'ajouter ici. Ça va me permettre de créer un projet et surtout en fait j'ai accès au back office, donc ça va me permettre de fixer des choses ou vous montrer comment fixer ces informations là techniques. Donc là je clique pour démarrer le projet. Donc là ici voilà, il vient de démarrer le projet. Ça va prendre du temps, bien évidemment, il faut faire attention que derrière, surtout lorsque j'ai un projet ici, vous allez voir que à gauche, j'aurai énormément d'informations sur ce projet-là. J'aurai bien sûr un tableau de bord, les pages, le marketing à checker, ça veut dire lui, il va me donner des idées en fait au niveau marketing.
Et du coup, c'est comme si une liste à cocher. À chaque fois que je termine quelque chose, je peux la cocher. Et là, le suivi du trafic, les mots-clés, site crawl, ça c'est très intéressant. Il va essayer de voir l'évolution de votre site internet au fur et à mesure de l'avancement. Vous avez ici en fait un assistant qui peut vous aider. Ici, c'est le projet donc setting. Donc bien évidemment là, il va me donner une mise à jour sur mon score par rapport à mon site internet. Et vous allez voir que là, ça c'est le score. Donc par rapport à toute, on va dire... ce graphe là, vous allez voir que ici je vais essayer de voir comment en fait il va évoluer en fait mon score tout au long en fait de mes interventions, et ça c'est très important. Bien sûr, je verrai bien qu'il soit le maximum. Donc du coup là, je vais ici avec ce point là après de voir un petit peu l'évolution de mon score, et ça c'est très très intéressant. Bon, c'est un petit peu, c'est comme s'il y a un aperçu donc général en fait par rapport à ça. Et ce qui est très important, bien évidemment, j'ai tout un tableau de bord qui va m'aider en fait à suivre l'évolution de mon site internet. Très bien, donc là maintenant aussi je peux aller donc dans cette rubrique là, la deuxième, qui est donc audit, et là je peux tout simplement donc cliquer ici pour créer audit, et là tout simplement je vais mettre le nom toujours de mon site internet. Donc je copie le nom de site, je vais le mettre ici pour faire ce qu'on appelle le review. Donc du coup là, donc il va charger, il va essayer donc d'ajouter en fait l'audit de ce site internet là ici, et voilà. Donc là ici j'ai donc les informations complètes de mon site internet. Vous voyez donc cette partie là d'audit, elle va aussi me faire référencer sur cette page là, parce qu'en fait en audit il faut faire très attention par rapport à une information très importante. Je peux en ajouter donc plusieurs, et là je peux aussi ajouter ce qu'on appelle des sous-domaines aussi, pour que ou bien des pages internes si vous voulez, pour que je puisse aussi faire l'audit donc des pages internes de mon site internet. Donc là je reviens ici, je peux bien évidemment donc revenir là, et on va essayer donc d'aller à ce projet là. Je peux bien évidemment télécharger un PDF. Donc bien évidemment j'ai pas fait la configuration en fait du logo, mais aussi il y a la possibilité donc de télécharger donc ce PDF là. Voilà, ça c'est le PDF donc complet du site internet avec le score, et là bien évidemment vous pouvez changer le logo, mettre vos informations, et vous allez trouver tous les détails et les informations, voilà, donc de ce rapport là automatiquement. Et ça c'est très intéressant. À chaque fois que vous commencez à bosser sur un projet, vous téléchargez le premier PDF pour que par la suite vous pouvez faire le suivi. Ok. Alors maintenant ce qu'il va me demander, donc bien évidemment je peux le faire ici à partir de cette interface là. Donc là je peux ajouter les mots clés, comme là ici je peux en fait commencer à faire ce qu'on appelle le crawl pour qu'il puisse vraiment entrer en profondeur de cette page là. Si je vais cliquer ici, bon, soit je clique par là, ou bien tout simplement lorsque je vais aller donc dans le projet, donc j'entre à l'intérieur du projet, le crawl aussi elle est ici. Donc je peux déjà cliquez là pour voir un petit peu les informations qui sont à l'intérieur, mais il fallait d'abord commencer à lui donner le feu vert pour qu'il puisse entrer en profondeur dans votre site. Et bien évidemment ça prend quelques temps pour qu'il arrive à faire le balayage de votre site complet. Donc vous allez voir là, lorsque je vais lui demander de commencer, il va me mettre un petit message ici. Il me dit voilà, donc ça a été lancé, on travaille dur pour ça, pour que ça va être donc finalisé. Je rappelle que aussi vous avez ici en bas donc à droite la possibilité de changer de langue, hein. Donc si je veux pas que ce soit en anglais, je clique, je fais français, vous allez voir que voilà, tout le back office va changer en français. Donc bien évidemment il y a plusieurs langues, vous cherchez, vous mettez la langue qui vous intéresse, et bien évidemment le rapport par la suite il va être fait avec cette langue là. Alors nous on va laisser en fait cette partie de travail toute seule, parce que le fait de faire l'analyse ça prend du temps. Et du coup, ce qu'on a besoin de faire, je lance l'analyse, parce que l'exploration, ça prend, écoutez, entre 1 heure, 2 heures, parfois un peu plus. Donc je laisse travailler, et en même temps, voilà, je peux aller ici, donc me balancer en fait sur le site internet, et commencer en fait à voir les informations à partir donc de mon site. Alors ce qui m'intéresse moi ici, c'est cette partie là, les pages analysées. Comme on a dit, lorsque je clique ici, je peux ajouter des pages internes si je veux de mon site internet, mais imaginez que je veux commencer à faire l'analyse de ma page d'accueil, qui est la page la plus importante sur mon site internet. Donc du coup le référencement démarre à partir de là. Alors maintenant, donc on va commencer la partie donc d'optimisation de notre site internet. Alors il faut savoir que sur WooRank, en fait, vous allez trouver que chaque
interventions que vous allez faire, soit techniques, soit des interventions à l'ordre marketing, ils vont être répartis dans des catégories. Donc du coup, c'est comme si au début, il va travailler sur le contenu, après sur l'indexation, après sur la version mobile, après sur les données structurées, la sécurité, les performances. En tout cas, vous allez avoir des catégories. Alors bien évidemment, il fallait aller donc du haut vers le bas, comme ça vous allez tout simplement donc essayer d'optimiser et faire l'optimisation dans un ordre très précis et très simple à suivre. Donc là, pour le moment, on va travailler sur la première partie qui est notre contenu. Alors, lorsque je viens ici, donc la partie contenu, vous allez voir, elle contient en fait toutes ces informations-là. Donc je vais essayer de commencer dès le haut jusqu'à arriver en bas, jusqu'à terminer cette partie-là. Alors, au début, il va commencer à me dire, ok, il faut que vous travaillez la balise titre. Alors, la balise titre, par exemple, pour moi, j'ai mis dans mon titre sans formation en marketing digital. Elle contient 35 caractères. Si je clique ici, vous allez voir qu'il va me donner en fait des informations. Ce qui est très intéressant, comme on l'a dit, donc là, c'est une explication en français. Vous pouvez bien évidemment aller en bas et changer en anglais si vous voulez. Alors, à chaque fois qu'il va vous donner des explications, il y a toujours ici un lien. Lorsque je clique par exemple là, vous allez voir que je vais trouver automatiquement en fait la base des informations ou bien ce qu'on appelle les ressources du WooRank, là où ils vont m'expliquer en fait tout ce qui est détails techniques si je veux aller un peu plus loin. Et ça c'est très intéressant. Bon, en tout cas ça c'est les ressources en fait, ils sont accessibles gratuitement. Vous pouvez aller donc dans ces ressources là, par exemple là pour voir les balises titres. Donc ils vous expliquent ce que c'est les balises titres, leur origine, leur explication, voilà, ils vous expliquent en fait toutes les informations côté les mots-clés, côté la longueur, le langage naturel. Donc vraiment c'est ce que j'aime en fait dans cette extension là. C'est une extension en même temps, elle vous aide à optimiser, elle vous aide à apprendre et elle vous accompagne étape par étape, surtout si on est débutant dans le référencement. Voilà. Alors là, lorsque je reviens ici, donc il me dit quoi? Il me dit que le titre doit être entre 20 et 70 caractères. Alors vous n'allez pas quand même compter les caractères un par un. Il suffit d'aller juste sur Google. Vous tapez nombre de caractères. Il y en a énormément de sites internet qui vous proposent de nombre de caractères en ligne. Donc j'entre ici. Il suffit que là, en fait, j'introduis en fait mes informations en fait et je clique donc sur compter le nombre de caractères et vous allez voir que là, il va me donner en fait les informations nécessaires au niveau nombre de caractères. Alors par rapport à moi, donc comme vous le voyez, il répond à ce besoin-là. Donc il me dit assurez-vous que le titre est suffisamment en fait explicité et qu'il contient en fait vos mots-clés les plus importants parce que dans ce titre-là, c'est vraiment le titre de votre page d'accueil. Pour Google, ce que vous allez mettre dans ce titre-là, pour lui, c'est une définition générale de votre site. Donc pour moi, j'introduis le mot formation, j'introduis marketing digital. Donc c'est pour cela que c'est un titre qui est très important. Alors maintenant la question, comment je vais mettre à jour ce titre-là? Alors dans mon cas, moi je travaille avec un LMS qui est le WordPress. Alors si jamais vous travaillez avec un site, bon aujourd'hui, généralement, les sites internet, ils sont avec des LMS. Ça veut dire plutôt des CMS, parce que LMS, c'est un Learning Management System. Mais pour moi, c'est plutôt, on peut parler d'une manière générale sur le CMS, Content Management System, comme le WordPress. Alors, si jamais vous avez un ancien site internet qui a été développé avec un développement natif, ça veut dire quoi natif? C'est-à-dire c'est un développement avec le code, qui n'y a pas un back-office qui vous permet de mettre à jour. Ou parfois il y a des CMS qui sont très anciens, qui ne sont pas assez développés. Alors là, pour vraiment mettre à jour les titres et voilà tous les autres méta, c'est vraiment un peu difficile pour les débutants, mais pour les développeurs c'est facile. C'est pour cela que à ce moment-là, il fallait toucher au code HTML, il fallait ouvrir en fait le code pour pouvoir injecter les métabalises. Et généralement, on peut bien évidemment demander à une personne qui est dans le développement de le faire. Parce que le référenceur, il a besoin en fait d'un minimum encodage pour qu'il puisse parfois intervenir sur des anciens sites ou bien des sites qui ne sont pas avec les CMS. Ok. Alors, moi je vais prendre mon cas qui est déjà un cas de plusieurs personnes. C'est le référencement sur un site WordPress. Donc du coup, ce site-là, il a un back-office, comme vous le voyez là. Ça, c'est un back-office qui est un back-office fait avec WordPress. Et donc,
sur WordPress, il y a la possibilité en fait de mettre à jour ce title là. Alors, la meilleure façon de faire, et ce que moi bien évidemment je propose, c'est d'installer une extension. Alors si je viens ici, vous allez voir que là, j'ai une extension que j'ai installée, qui est Yoast SEO. Bien évidemment, il y en a énormément d'autres extensions. Mais celle-là, le Yoast donc SEO, c'est une extension. Même la version gratuite, comme vous le voyez là ici, me permet de mettre à jour énormément de choses sur mon site internet. Donc du coup, il fallait tout simplement aller sur la partie extension. Donc là, je vais sur extension, et je clique sur ajouter une extension. Et là, il fallait tout simplement donc taper le nom de cette extension-là qui va me donner en fait la main à mettre à jour en fait le titre, à mettre à jour plusieurs autres informations. Donc là, je vais mettre Yoast. Donc il suffit d'abord d'écrire Yoast, vous allez voir qu'il va la détecter automatiquement. Et voilà, c'est ça l'extension qui m'intéresse, c'est cette extension-là. Vous allez voir que c'est une extension qui a été téléchargée 10 millions de fois et plus. Donc vraiment, elle est très très populaire. C'est parmi l'extension en référencement la plus utilisée. La version gratuite, elle est bien. Mais pour ceux qui veulent vraiment aller pousser les choses jusqu'au bout, la version payante va vous donner encore plus d'informations ou de fonctionnalités, ok? Mais moi, la version gratuite, vous pouvez déjà démarrer avec ça, qui est très très bien. Ok, là bien évidemment moi je l'ai déjà installé, donc vous allez trouver vous un petit bouton comme celui-là, installer maintenant. Dès que vous l'installez, cette extension là va apparaître ici sur votre site WordPress, et à ce moment là bien évidemment je peux accéder à l'intérieur de cette extension là et mettre à jour en fait si vous voulez donc le title ou bien n'importe quelle autre balise d'une manière très très simple. Alors très bien, je vais ici en fait de mettre à jour le title. Donc là ici sur donc Yoast, je vais cliquer sur Général et vous allez voir que là ici il y a configuration initiale. Bien évidemment, lorsque vous allez démarrer la première fois, il fallait tout simplement cliquer sur Modifier et cliquer sur Continue. Lui il va ici en fait de chercher s'il y a quelque chose qui ne va pas sur le site. Alors ce qui m'intéresse c'est cette partie là, représentation de site. Je clique sur Modifier et vous allez voir que là voilà je trouve en fait cette partie-là. Bon, il y a des questions ici, comme il vous demande si votre site représente une entité ou bien une personne physique. Donc vous pouvez en tout cas sélectionner ce que vous voulez. Donc c'est pas très très important comme impact. Mais ce qui est très important, c'est cette partie-là, c'est le nom du site web. Alors, je rappelle en fait le nom de site web, c'est pas le nom en fait que vous allez trouver lorsque vous ouvrez la page de votre site. C'est pas ce titre-là. C'est pas ces informations-là. Pourquoi? Parce que en fait, ces informations-là, ce sont des informations apparentes pour les utilisateurs. Mais ces titres-là, ou bien les balises titres, ce sont des informations qui sont cachées, qui sont uniquement injectées dans le code et qui sont visibles pour Google. Par exemple, là, j'ai mis sans formation marketing digital et je vais ajouter la intelligence artificielle. Bien évidemment, il faut que je m'assure que ça ne dépasse pas les 70 caractères. Donc, je copie ça. Et là, je vais coller ça ici. Je vais compter le caractère 64. Donc, ça va. Donc, on peut accepter en fait ces informations-là. Donc, je reviens ici. Voilà. Donc là, c'est mon nouveau titre. Donc, j'enregistre les informations. Donc là, moi, j'ai amélioré les titres tout en respectant en fait ces informations-là. Et du coup, ces données, ce sont très importantes. Bien évidemment, ça prend un petit peu de temps pour que le score soit mis à jour. Donc, avec le nouveau titre que je viens de le faire. Peut-être que là, même si j'actualise la page, c'est pas immédiatement qu'il va vous afficher le nouveau titre. Donc, l'extension garde ce qu'on appelle du cache. Pour que je puisse recalculer mon titre, je devais généralement en fait soit attendre un certain moment que le titre soit mis à jour, soit tout simplement revenir dans l'analytics ici une fois que je termine tout bien évidemment et je redemande une nouvelle demande donc d'analyse. C'est-à-dire que là, lorsque je viens sur l'optimisation, soit je viens ici et je supprime en fait ce projet et je refais le projet une autre fois, soit tout simplement j'attends un petit peu avant. Moi, ce que j'ai fait lorsque je termine à 100% mon optimisation, c'est à ce moment-là, je viens et j'ajoute une deuxième fois ce projet-là et je le réactualise pour voir un petit peu le score que je viens de recevoir. Et ça, c'est très très important. Alors, toujours dans ma page ici,
Je vais donc entrer, bien évidemment, au revoir en fait les informations qui sont là. Et là, je viens donc de mettre à jour mon titre tout en respectant le nombre maximum de caractères. Moi, je voulais, même si c'est vert, mais je voulais faire une petite mise à jour de ce titre-là avec les mots-clés les plus importants pour moi. Et aussi d'en profiter pour vous montrer comment le mettre à jour avec le CMS WordPress. Alors maintenant on va travailler sur Meta Description. Alors Meta Description, c'est tout simplement une description. Généralement lorsqu'on cherche en fait un site internet sur Google, généralement la Meta Description va être affichée ici. Donc du coup bien sûr c'est un code qu'on injecte à l'intérieur du site internet. Il va pas être visible pour les utilisateurs mais beaucoup plus pour le moteur de recherche Google. Et là nous on a besoin tout simplement donc de créer, de travailler Meta Description. Alors dans mon cas, je mets ici apprenez le marketing digital avec notre pack de 100 formations en ligne, devenez expert en stratégie digitale. Donc ça c'est ma description, 111 caractères, il me dit c'est ok parce qu'entre 70 et 160. Et bien évidemment donc là on a toute la description et l'explication de ce que c'est la Meta Description. Voilà, bien évidemment pour les personnes qui peuvent aller un peu plus loin, tu peux cliquer ici et aller directement voir la documentation pour un petit peu approfondir qu'est-ce que c'est la Meta Description. Et ça aussi c'est un petit peu donc les informations. Regardez, en réalité en fait la Meta Description c'est un code comme celui-là. Donc c'est une balise, on appelle ça une balise méta. Donc lorsqu'on a un site avec un développement natif, donc on injecte ce code-là manuellement, mais généralement avec WordPress. Donc si par exemple là, je suis sur WordPress, je vais aller directement ici sur la représentation de site et vous allez voir que là, il me donne le nom de site, le nom de l'identité et bien évidemment il y a la possibilité en fait d'injecter la description aussi à partir de cette extension là. C'est ce qu'on va essayer de voir tout de suite, mais avant tout moi ça m'intéresse en fait de travailler un petit peu cette description là. Alors comment faire? Je vais tout simplement la copier comme ça. Je vais aller à par exemple la ChatGPT, je vais lui dire tu es un expert en SEO, voilà, je veux que tu me crées une description qui répond à ces critères. Voilà, et là tout simplement moi je peux copier-coller ici. Voilà, là, plutôt on va copier-coller en fait les demandes en fait. Voilà, donc là je vais lui dire Meta Description. Voilà, donc à partir d'ici je vais prendre en fait cette définition là. Voilà, donc je copie ça et les critères en fait on va les mettre de cette manière là. Donc là bien évidemment je peux utiliser l'intelligence artificielle pour m'aider et je peux lui dire voici ici, voici ma description actuelle. Voilà, alors ici j'ai mis apprenez le marketing digital avec notre pack. Je peux lui dire plus ajouter le mot-clé. Je peux donner par exemple la intelligence artificielle. Voilà, donc on va essayer de voir un petit peu ce que ChatGPT va me proposer. Bien évidemment, je ne dois pas dépasser les 160 caractères. Normalement, il doit comprendre ça. Alors, voici en fait la description qui est proposée par ChatGPT, maîtriser le marketing digital et intelligence artificielle. Avec notre pack complet de 100 cours en ligne, devenez un stratège numérique aguerri. Bon, je peux ici copier ça, aller voir le nombre de caractères pour voilà, vérifier un petit peu. 147, je pense, c'est très intéressant. Je peux ajouter en fait encore une autre information, comment je pense. Ajoute les plus vendus sur Udemy, par exemple. Et là, il ne doit pas dépasser, sans dépasser 160 caractères. Espace compris. Voilà. Donc sans dépasser. Ok, donc on essaye d'en profiter. Bon, j'espère que
On arrive à 160 caractères. Alors, maîtriser le marketing il y a avec notre pack de 100 formations les plus vendues sur Udemy, devenir un expert numérique. Ok, donc je peux prendre ça. Un petit check avec donc le nombre de caractères. Voilà, bon, ici il y a 122. Alors, regardez là, donc en tout cas ici en fait le nombre de caractères, il n'a pas compté les espaces, mais c'est très important que je prends en considération aussi l'espace. Donc ici je suis avec l'espace 159 caractères, donc je pense on est bien. Donc tout ce qu'il reste à faire maintenant, que je vais mettre à jour cette description là qui est la description actuelle pour avoir bien évidemment donc une autre description plus détaillée. Alors maintenant on va partir donc sur WordPress, je vais aller sur Yoast SEO et par la suite je vais aller sur donc l'option réglage. Alors ici dans réglage, bien évidemment il y a les réglages là où je peux bien évidemment changer le nom de site, ça déjà on l'a vu. Alors ce qui m'intéresse en fait c'est là dans la partie type de contenu exactement sur page d'accueil. Alors ça m'intéresse page d'accueil. Alors lorsque je clique ici sur page d'accueil, vous allez voir que là il me dit écoutez si vous voulez changer la description de votre page d'accueil, cliquez ici directement pour aller à l'article en question pour le modifier. Alors là bien évidemment je peux l'ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Là, il bascule directement sur l'article en question et vous allez voir toujours sur votre CMS, bien évidemment en bas, il va y avoir toujours, ça c'est donc la page, vous allez trouver toujours ici en bas en fait l'extension de SEO, Yoast SEO, il est toujours là. Donc dans cette extension là, je peux tout simplement donc mettre à jour donc ces informations. Bien sûr, il me donne un petit aperçu comment il va être affiché le site internet. Je peux voir sur le mobile, aussi bien sur le PC. Voilà, donc il me donne donc les données, les informations. Alors pour moi, ce qui m'intéresse, je descends ici un petit peu en bas. Et vous allez voir que voilà la description qui m'intéresse. Donc là, ici, dans ce cadre-là, je peux tout simplement utiliser ici pour copier-coller l'extension. Il y a la possibilité d'utiliser l'IA directement là. Bon, moi je préfère toujours passer par ChatGPT pour vraiment raffiner, poser les questions et tout. Mais il y a la possibilité de cliquer ici et d'utiliser en fait cette option là, il y a toute une vidéo là pour pouvoir utiliser l'IA et qui est intégrée dans cette extension là. Bien sûr, pour le faire, il faut avoir le Yoast SEO Premium. Ok, alors pour moi, ce que je vais faire, je vais tout simplement donc modifier donc ce texte avec le texte que je viens de créer. Donc là, je vais copier donc cette description là et je reviens ici et je vais coller en fait ici ma description. Donc voilà, ça c'est ma description. Il me dit que je suis toujours, voilà, j'ai pas dépassé en fait le nombre de caractères, donc tout est bien. Et là, je dois bien évidemment appuyer sur enregistrer en haut pour que ça soit pris en considération. Voilà, donc là, l'enregistrement vient d'être fait. Donc là, ça prend voilà juste quelques secondes pour que maintenant, voilà, ma description elle est à jour et je viens donc d'ajouter ma description. Donc du coup, j'ai réussi maintenant à mettre à jour cette balise qui est une balise très importante qu'on appelle la meta description. Très bien, donc je vais essayer un petit peu maintenant de actualiser ici en cliquant sur ce bouton là pour voir un petit peu la mise à jour que j'ai fait au niveau de titre, aussi au niveau de la description. C'est vrai que ça va pas changer mon score parce que ça reste toujours en fait des informations qui sont déjà correctes, donc au niveau du score il va y rester, mais la mise à jour que j'ai fait c'est pour améliorer voilà donc mon positionnement. Donc le système là il va analyser une deuxième fois, donc c'est comme s'il va effacer donc l'historique de son dernier rapport. Il va essayer de voir s'il y a des nouvelles mises à jour qui ont été faites sur le site internet et grâce à ça il va me donner donc voilà soit le nouveau score, soit la nouvelle mise à jour pour que je puisse vraiment regarder et suivre en fait l'amélioration donc de mon positionnement. Voilà, donc bien évidemment le score il est toujours le même. Et là je vois donc ma nouvelle description, ici au niveau du titre, de la balise titre, de la balise meta description aussi. Donc ici donc la mise à jour bien évidemment au niveau de la meta description, on regarde que ça n'a pas encore pris en considération. Donc il fallait attendre peut-être un petit peu que l'indexation soit faite pour que ça soit dispatché en fait sur le moteur de recherche. Mais là c'est déjà bien, donc le titre elle était déjà mis à jour, donc ça montre un petit peu donc l'évolution de mon référencement. Alors l'optimisation ici il va vous donner bien évidemment quelques petits aperçus. Donc c'est très important de voir un petit peu l'apparence de votre site internet lorsque quelqu'un va chercher, va cliquer sur votre site internet. Et je vais donc aller un petit peu de voir ici la partie, ce qu'on appelle la partie title.
Alors les titres c'est quoi? Alors il faut savoir que dans une page web, lorsque je regarde par exemple ici ma page, j'ai beaucoup de contenu, hein, donc, et bien évidemment, lorsque j'ai beaucoup de contenu, ici il y a un titre, il y a ici des descriptions, des informations, tous ces contenus-là, pour Google, il fallait bien lui donner ce qu'on appelle une hiérarchie de ce contenu-là. C'est comme si je suis dans un document Word et je vais créer le sommaire, donc pour lui donner, voilà, le titre de la section, le titre du chapitre, le titre par exemple, du premier paragraphe, le sous-paragraphe. Donc ça, c'est très important pour qu'il puisse comprendre quelle est l'information la plus importante et par la suite, il va aller avoir les informations en dessous. Et comment ça s'organise en fait au niveau du référencement? Ça s'organise avec la balise qu'on appelle le H1. Cette balise-là, donc la balise H1, c'est une balise qui commence à H1 jusqu'à, on peut aller voilà, jusqu'à H5, voire plus, ok? Et pour moi, ce qui est très important, pour le moment, c'est vrai qu'il me donne c'est correct parce qu'il y a le H1, le H2 et tout, mais ceux qui sont les plus importants en fait, c'est entre le H1 et les H3. Donc après avoir des H4, H5, c'est pas très important, mais ce qui est très important, c'est le H1, H2, H3. Et ce qui est recommandé en fait, ce qui est vraiment recommandé pour le référencement, c'est d'avoir un seul H1. Plus que j'ai un seul H1, plus que je vais dire à Google, voilà le mot-clé vraiment le plus important. Donc du coup ici, regardez, au niveau du H1, j'en ai deux. Donc il a détecté il y a pack sans cours en 1. Donc ça c'est le premier H1. Il a aussi capté ici, il y a un autre H1 qui est bonjour. Alors pour moi le H1 qui est bonjour n'est pas très intéressant au niveau de mon texte. Donc c'est pour cela là, lorsque je vais copier ça par exemple, je vais aller voilà, à la page de mon site, je vais essayer de chercher bonjour. Donc pour lui bonjour ça ramène bien évidemment sur un lien, mais c'est montrer ici en tant que H1. Donc du coup, ce qui est très intéressant, c'est ici de ne pas donner de H1 par rapport à ça. Ce que je vais faire, je vais tout simplement venir ici, voilà, chercher donc le mot bonjour. Voilà, ici en fait, je peux tout simplement ici devoir regarder là, c'est montré en tant que titre. C'est pour cela que ici automatiquement, ce titre-là contient H1. Alors ce que je peux faire, soit j'enlève carrément le titre. C'est ce qui est très important. Par exemple, j'enlève le H1 d'ici et je peux tout simplement donc le placer au niveau du paragraphe là pour que ça soit pas en fait affecté en tant que title. Pour lui, le titre c'est un titre donc important. Donc ça c'est très important donc d'enlever en fait les titres qui sont au niveau du H1. Et ça c'est très important. Regardez là, donc là ça passe parce que ici j'utilise Elementor. Donc du coup Elementor il utilise en fait un système que pour lui les titres c'est H1. Donc du coup j'essaie d'éviter ça. La même chose. Peu importe si je travaille avec une page WordPress, pas avec Elementor, une page simple, lorsque je trouve un titre qui est avec deux balises H1, là, il fallait tout simplement intervenir et enlever. Regardez par exemple le premier, c'est celui-là en fait qui est en H1. Par exemple, par rapport à ça, je peux ne pas en fait, mettre en 1, je peux mettre pack sans cours et je peux peut-être travailler... peut-être ajouter marketing digital et intelligence artificielle. Peut-être que voilà, je peux placer en fait ce mot-clé là ici. Ça peut être encore plus intéressant. Et ou bien peut-être qu'on va mettre que le marketing digital. Donc là, on va mettre marketing digital. Et je vais mettre donc intelligence artificielle, on va la raccourcir en AI. Ok. Voilà. Donc là, je mets à jour en fait. Et normalement, bien évidemment, là, j'ai uniquement un seul H1, j'ai pas deux H1. Et du coup, c'est très intéressant en fait pour mieux faire une structure meilleure. Bien évidemment, une fois que je termine, je peux réactualiser pour revoir donc ça. Alors après voilà, si j'en ai plusieurs H2, ça cause pas de problème. Donc on peut avoir même plusieurs H2, ça cause pas de problème. H3 la même chose, je peux avoir plusieurs, ça cause pas de problème. Donc du coup là, voici en fait la partie titre qui est toujours faite. Donc regardez là toujours, je suis dans la première partie, c'est la partie contenu. Donc la partie contenu me permet voilà donc de travailler tout ce qui est donc titre, tout ce qui est description, tout ce qui est title et bien évidemment on va essayer de voir par la suite ce qu'on appelle les attributs alt. Alors donc la partie attribut alt tout simplement en fait c'est que
l'image qui existe dans notre site internet, bien évidemment, le moteur de recherche aujourd'hui il est assez développé de comprendre ce qu'il y a comme information dans l'image. Mais pour faciliter l'indexation, chaque image, c'est très intéressant d'ajouter une petite description qu'on appelle, donc c'est une balise alt. Cette balise-là, c'est comme si je vais injecter une petite information pour le moteur de recherche pour lui dire voilà ce qu'il contient cette information. Alors, la bonne nouvelle que par exemple là, par rapport à moi, j'ai ici donc la partie de mes images. Il me dit qu'il a détecté 11 images sur cette page et ça va, donc il n'y a pas de balise manquante, donc toutes mes images contiennent donc une petite description. Je peux cliquer ici en fait pour voir plus de détails et là vous allez voir bien évidemment donc la balise alt, si vous voulez, ça s'appelle le texte alternatif, voilà, donc il a un but pour décrire vos images au moteur de recherche et ça c'est très important. Et aussi attention pour les malvoyants, donc aussi eux parce que aujourd'hui les navigateurs peuvent lire la balise alt de votre image pour les personnes qui sont malvoyants et ça aussi bien évidemment ça aide et ça prend en considération par les moteurs de recherche et surtout sur Google Images aussi. Donc si on veut que l'image soit aussi référencée sur Google Images, c'est très intéressant de faire ça. Alors si je vais aller vers mon site internet, par exemple là, si je regarde par exemple là ici, cette image là, donc elle contient un titre. Bien sûr, elle contient des informations de son lien, mais lorsque je clique sur cette image-là, vous allez voir que chaque image, par exemple celle-là, elle a en fait ici dans le titre une information au niveau de texte alternatif. Donc dans ce texte alternatif, dans cette image-là, donc on vient de l'ajouter. Donc ici dans le texte alternatif, je peux écrire par exemple ici, je peux dire télécharger, par exemple, télécharger mon cours gratuit. Mon cours est gratuit. Ça, c'est un petit peu la description. Il y en a ceux aussi qui veulent changer aussi au niveau du titre. Titre, je vais mettre ici, par exemple, au niveau du titre, formation gratuite. Mais ce qui est important, en fait, ce n'est pas en fait le titre, c'est plutôt l'alt. Donc cette information-là qui est très très importante. Et bien sûr, je clique sur sélectionner pour que ça doit être pris en charge. Et du coup, voilà, donc l'information vient d'être mise à jour. Et du coup, j'ai mis ce qu'on appelle un attribut à mon image. Donc toujours lorsque j'ajoute une image, je peux ajouter en fait facilement donc les informations. Je peux revenir ici par exemple là sur WordPress. Vous allez voir aussi qu'il y a un média. Et dans média, vous allez trouver tout ce qu'on appelle votre bibliothèque. Ça veut dire toutes les images qui existent dans votre site que vous avez ajoutées dans votre site. Automatiquement, ils sont classés ici. Je peux bien évidemment faire la même chose, hein. Donc même si je n'utilise pas un plugin comme Elementor, je peux utiliser tout simplement WordPress. Je peux cliquer ici et voilà, je trouve là ici un petit peu les informations qu'on a mis à jour tout à l'heure. C'est la partie texte alternatif et là c'est le titre. Et lorsque j'ai mis cette information là, donc cette image là, j'ai injecté voilà des données, des informations et pour que ça soit bien évidemment vu par le moteur de recherche. Et du coup là j'ai voilà mis à jour donc ce qu'on appelle le texte alternatif. Alors une fois qu'on a terminé donc la balise alt, je peux aussi venir pour voir. Ça c'est en fait juste à titre d'information, hein. Donc les liens donc internes dans mon site internet. Donc là il me dit voilà les liens internes. Donc il y a 50% des liens qui existent sur mon site, ils sont internes, c'est-à-dire que ils renvoient voilà donc dans le même nom de domaine. Donc là ici il me donne généralement en fait le côté lien c'est juste pour titre d'information. Donc je peux voir tous les liens qui sont dans mon site internet. Et là ce qui est très important c'est langue. Alors attention, lorsqu'on dit langue, pour moi, le site il est uniquement en français, donc c'est très très bien. Donc il a été déclaré en français, il a été détecté en français. Alors il y a parfois des gens, et ça arrive souvent, que leur site il est multilangue, il contient par exemple la deuxième langue anglais. Pourtant que le site contient une deuxième langue anglais, on voit le logo voilà du drapeau anglais, tout le contenu il est là, mais il n'a pas été en fait détecté par le moteur de recherche que ce site-là il est multilangue. Et ça c'est pourquoi, parce que en fait aussi par rapport aux langues anglais, il fallait aussi faire en fait un petit effort technique pour faire la précision de cette langue-là. Alors il me dit quoi? Vous avez précisé la langue de votre page, ce qui est optimal. Voilà, assurez-vous que toutefois que la langue déclarée est la même celle détectée par Google, parce que parfois il y a aussi même un petit souci. Vous téléchargez un template qui est un template en anglais, donc lorsque vous l'installez sur votre CMS, ok, tout le contenu en anglais, il a été aussi donc déclaré en anglais, ok.
Et vous allez faire un site en français, donc vous allez tout changer en français, mais vous n'avez pas en fait changé la déclaration de site de l'anglais vers le français. À ce moment-là, ce qui va être, il va être déclaré en anglais, il va être détecté français, et ça, c'est pas très bien. Donc du coup là, la précision de langue, elle aussi, elle est en fait faite aussi par donc un contenu dans le code HTML. C'est toujours une balise aussi qui s'appelle balise langue en fait. Et là, par exemple, là, il vous donne, par exemple, les informations. Il vous dit, voilà, utilisez l'étiquetage, en fait, hreflang, c'est ça la balise, en fait, qui va vous permettre de détecter la langue et le pays de Google. Et aussi, il y a la metadata content language pour préciser, en fait, la langue et le pays. Pour ça, c'est pour le moteur de recherche Bing. Et ça, c'est une partie qui est très importante. Pour moi, a été faite correctement. Si bien évidemment vous trouvez que la langue n'est pas déclarée, ou bien il y a deux langues ici en déclaré et détecté sont pas la même, vous faites déclarer anglais et détecter français, et parfois vous avez trouvé déclaré français et détecté français, mais vous avez déjà une autre langue. Et s'il n'est pas affiché ici, ça veut dire que ça n'a pas été déclaré aussi. Alors maintenant je viens tout simplement à mon site WordPress, je vais aller au réglage et par la suite je vais sélectionner en fait général. Ici vous allez voir qu'il y a la possibilité ici d'ajouter, ça c'est très important, la langue du site. Et par défaut moi je vais cliquer pour sélectionner donc français. Vous allez voir donc ça c'est, il y en a toutes les langues, hein, donc vous pouvez sélectionner la langue qui vous intéresse. Une fois que j'ai pris en fait la langue de mon site internet, à ce moment-là, je peux tout simplement l'affecter. Vous allez voir qu'il y a aussi le français du Canada, le français de Belgique. Si vous faites français par défaut, ça va être français France. Et une fois que ça a été fait, bien évidemment, j'appuie ici pour cliquer sur enregistrer les modifications. Une fois que c'est fait, bien évidemment, le site internet va être à jour en fait la partie langue, la déclaration de langue de votre site internet, et ça va être bien évidemment pris en considération. Généralement, si je travaille avec un site multilangue, à ce moment-là, au niveau de mon back-office, je vais aller au plugin qui m'aide à gérer le multilangue, et dans ce plugin là, à ce moment-là, lorsque je lui dis que lorsque je balance vers la deuxième phase, la deuxième version de mon site qui est par exemple l'anglais, à ce moment-là, c'est de déclarer dans ces pages-là en code que c'est l'anglais. Et le moteur de recherche il va détecter que j'ai deux langues et à ce moment-là, ils vont mettre à jour en fait sur les résultats de recherche. Très bien, donc là, il y a aussi ce qu'on appelle les feeds, web feeds. En fait, vous voyez là ici, en fait, même s'il n'a pas trouvé les web feeds sur ma page, c'est pas en rouge parce qu'en fait, c'est facultatif. Et pour comprendre un petit peu c'est quoi un web feed, c'est tout simplement, voilà, donc un petit système qui est installé. Généralement, on trouve beaucoup sur les blogs, hein, parce que il y a certaines personnes qui s'inscrivent en fait à ce flux-là, et ils peuvent recevoir, voilà, soit par email ou soit par exemple sur d'autres sites internet, une collection de vos nouveautés et les derniers articles que vous avez créés. Donc vous avez sûrement entendu parler en fait par ces extensions-là, surtout le RSS, que parfois les blogs ils l'utilisent pour faire et faciliter en fait l'envoi de ces informations-là automatiquement vers d'autres récepteurs. Les récepteurs peuvent être des emails et peuvent être voilà d'autres blogs qui collectent les informations. C'est pour cela que généralement des utilisateurs qui aiment suivre votre blog, ils cherchent à trouver donc le format RSS. Donc vous pouvez bien évidemment voir un peu plus sur la création de ce flux-là. Il n'est pas très important. Si vous avez un site de vente ou bien un site e-commerce ou bien un site voilà comme le mien avec une page de vente, donc j'ai pas d'actualité à mettre tous les jours sur le site. Il faut pas faire la confusion entre actualité du site et les promotions, parce que les promotions c'est autre opération marketing qui se fait. Ceux qui utilisent le RSS, c'est généralement pour recevoir des informations, des datas, des données, des news généralement, voilà, et c'est pour cela qu'il était très recommandé uniquement sur la partie blog. Maintenant, on a terminé en fait la partie contenu. Vous allez voir que là, lorsque je descends ici un petit peu dans l'indexation, ça va suivre ici à droite. Donc là, je me trouve que je suis sur l'indexation et c'est parti. Donc là, maintenant, on va commencer à parler indexation. Alors, l'indexation, en fait, c'est ce qu'on appelle la redirection permanente 301. C'est quoi exactement? Alors, vous voyez là, ici, j'ai par exemple mon site internet, je peux taper docteur-firas.vip sans faire les 3 fois W et sans le S, hein, donc je passe en HTTP. Ça s'ouvre le site, il n'y a aucun problème. La même chose avec celui-là, mais celui-là, on a ajouté les 3 fois W.
Ici, on a ajouté le S. Ici, on a ajouté le S avec les 3 fois W. Alors, ces 4 URL, en fait, ils ramènent vers le même site internet, le mien. Mais attention, pour le moteur de recherche, pour lui, c'est 4 sites différents. Ça veut dire que si quelqu'un utilise un de ces sites-là, il va trouver, c'est vrai, le même contenu, mais pour Google, c'est 4 sites différents. Et du coup, c'est quoi le problème? C'est que pour lui, c'est une duplication de data. Ça veut dire que mes données, ils sont dupliquées. Et Google n'a pas la duplication de data. Rappelez-vous que si vous voulez être positionné sur le moteur de recherche, si vous voulez être le premier, voilà, dans les résultats de recherche, bien sûr, il faut avoir un contenu original, n'a pas été copié-collé d'un autre site internet, parce que pour lui, il va voir qui le site l'original, et il va le mettre le premier. Et celui qui a copié, parce qu'il connaît en fait les dates d'indexation, celui qui a copié va être bien sûr pénalisé, même pas reculé vers la deuxième position, mais plutôt pénalisé. Et si moi je fais ça, je laisse que mon site est accessible sur 4 URL, même si c'est le même nom de domaine, mais ce sont 4 écritures différentes. Pour Google, c'est 4 duplications. Et là, je vais me trouver pénalisé. Alors du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire ce qu'on appelle la redirection permanente, c'est-à-dire de dire à Google, écoutez, peu importe la personne qui va taper sur l'URL, automatiquement, tu vas la changer sur celle-là. Alors si on fait un test, par exemple, je tape dr-firas.vip sans mettre les 3 W, je fais entrer, automatiquement, il va m'ajouter les 3 W. Si j'oublie d'ajouter le S, comme ici, il va l'ajouter lui. Si j'oublie les 3 fois W, il va les ajouter. Donc du coup, regardez là ici, c'est voilà ma rédaction. Et lui, il aime ça. Et généralement, vous allez demander comment ça se fait. Bah, c'est très simple. Si je suis sur un CMS, donc WordPress, je clique ici pour aller directement en fait au réglage, à part la site au général, et vous allez voir que là il va me demander quelle est l'adresse URL de votre site internet la plus officielle, et je vais trouver ça. Alors maintenant il y en a ceux qui par exemple n'ont pas un CMS. Comment le faire? Bah, ça se fait en fait avec un fichier htaccess, ça s'appelle comme ça. Alors il suffit juste de taper ici sur Google comment faire une redirection 301 sans ou avec www, et vous allez voir en fait il y a énormément de documentation sur ça. Donc les documentations, bien les URL, il y en a énormément qui vous expliquent comment le faire étape par étape. Tout dépend de votre CMS bien sûr. Par exemple sur cet article là, qui est celui-là, le premier de Kei Uyo. Donc celui-là, il m'explique bien évidemment au début qu'est-ce que c'est les redirections, et par la suite vous allez voir que là par exemple, voilà, il n'aime pas la duplication de contenu, donc ça c'est très très important. Et pour moi, comment le faire? Vous allez voir que là ici, voilà, il te montre en fait ici la création d'un fichier. Vous pouvez créer, voilà, un fichier qui est .htaccess. Attention, il n'y a pas le nom de fichier, le nom il est vide, mais c'est une extension .htaccess. Donc là, tu crées un fichier htaccess, et ce fichier-là, il fallait le mettre bien sûr sur la racine de votre site internet. Ça, c'est très important. Je rappelle que si vous voulez vraiment aller étape par étape pour la création, même comment créer le fichier, comment l'uploader sur votre serveur, il suffit juste en fait de copier ça, en fait copier cette ligne-là et la mettre sur YouTube. Vous allez voir parfaitement comment vous allez la faire étape par étape. Et surtout, en fait, il y a aussi, bien évidemment, parfois ça dépend de votre hébergeur. Si vous avez un hébergeur sur Hostinger ou sur OVH ou bien sur GoDaddy, Namecheap, en fait tout dépend de votre hébergeur, et il va aussi vous aider comment l'uploader. Alors pour moi en fait l'objectif de cette formation là, c'est de vous donner les bases, de comprendre de quoi il s'agit, de connaître un petit peu. Même si vous utilisez uniquement le WordPress, c'est important de connaître aussi les autres techniques, parce que c'est peut parfois que vous allez créer notre site, ou bien vous aurez un partenaire qui a un autre site, un client peut-être qui a un autre site d'un autre CMS, et la recherche est très très importante. Pratiquement ici sur le WooRank, comme vous le voyez, il vous donne des scores, et il vous propose bien évidemment d'aller un peu plus loin pour comprendre en fait voilà qu'est-ce que c'est les redirections et comment en fait on travaille pour faire la création avec ou sans www. Ok, donc je reviens ici. Là, il vous dit de copier-coller en fait voilà une redirection d'un domaine entier. C'est ça qui m'intéresse en fait. C'est celle-là. C'est que tu vas copier tout ça. Vous faites un copier-coller et attention,
Ça, tu mets en fait toujours votre site internet. Là, ici, il met ancien ou nouveau site, mais pour vous, c'est le même site internet. Donc là, vous mettez juste en fait votre site internet à vous. Et lui, il va comprendre parce qu'il y a cette astuce-là de www. Donc lui, il va l'ajouter automatiquement sans aucun problème avec le HTTP ou sans le HTTP. Donc ça, c'est les redirections. Donc aussi, bien sûr, ça c'est pour aller un peu plus loin. Celle-là, en fait, oui, elle est peut-être que moi je propose, c'est celle-là. Redirection d'une URL non www vers. Bon, moi je préfère celle-là. Celle-là, en fait, c'est la plus simple, voilà, et je vous propose plutôt celle-là. Et lorsque vous allez la copier, tout simplement, il va donc la prendre en considération. Et bien sûr, l'exemple, vous devez le changer avec votre nom de domaine à vous. Donc, vous prenez juste celle-là, vous allez la copier sur votre site, exactement dans la racine, hein, dans le dossier racine, là où il y a l'index. Et il y a aussi ce qu'on appelle une extension, donc un plugin aussi que vous pouvez l'installer. Hein. Donc si je descends ici un petit peu, regardez la rédaction avec les CMS. Là, il vous donne carrément une extension que vous pouvez donc tout simplement la télécharger. Et cette extension-là, c'est une extension, il s'appelle Redirection. Déjà, il vous donne même le lien, hein, donc si vous voulez la voir directement. Donc ça, c'est l'extension, il vous montre comment vous l'installez et comment vous allez activer en fait la redirection, voilà. Et du coup, c'est très important. Bon, bien sûr, après, tout dépend de votre CMS, ceux qui travaillent avec Shopify, sur Wix, Magento 1 et 2, bon. Il y en a tout sur Internet, il fallait juste comprendre l'importance. Je pense que à partir de cette vidéo-là, vous avez compris l'importance de W et sans W. Il fallait vraiment avoir le score. Voilà, ça c'est l'extension en fait à installer sur WordPress qui va faire le travail pour vous afin d'obtenir en fait vraiment le V vert ici, comme quoi la rédaction a été faite avec succès. Merci. Ok, maintenant on va parler un petit peu de fichier robot.txt. Alors c'est quoi le fichier robot.txt? Je vais déjà vous montrer un petit peu à quoi il ressemble parce qu'on peut l'ouvrir. C'est un fichier texte qu'on le met toujours aussi dans la page ou bien le dossier racine de votre site internet. Et comme vous allez voir là ici, en fait, c'est comme si moi je parle au moteur de recherche et je donne des instructions. Par exemple, là, je lui dis, écoutez, lorsque je mets user-agent étoile, c'est comme si de lui dire ok, accepte tous les moteurs de recherche parce qu'il n'y a pas que Google, avoir en fait donc mon site internet et avoir les informations. And here we have disallow. Ici en fait, si moi j'en ai quelques pages spécifiques que je veux pas que le moteur de recherche les voit, je peux les mettre ici. Par exemple, les pages qui sont en relation avec mon lien de back-office. Ok, bon, c'est vrai que par exemple, pour moi, je ne l'ai pas mis ici. Pourquoi? Parce que vous savez que c'est un fichier, en fait, comme vous le voyez, TXT, que tout le monde peut le voir. Et du coup, hein, donc, les hackers et tout, ils peuvent aussi détecter un petit peu les dossiers que moi, je ne veux pas montrer au moteur de recherche. Donc, du coup, je mets rien. Et là aussi, dans le fichier donc robot.txt, je montre au moteur de recherche où est-ce qu'il trouve le sitemap. Le sitemap, c'est tout simplement, c'est un fichier aussi XML que je peux aussi bien évidemment l'ouvrir, vous allez le voir. Ça, c'est un fichier qui contient tout simplement les liens de toutes les pages qui existent dans mon site internet et ça, c'est très important. Par exemple, là, voilà. Bien évidemment, moi j'écris, on va voir en fait dans une partie spécifique là où je vais parler comment je peux obtenir donc mon lien pour le sitemap. Et là ici, donc le sitemap, je lui donne exactement tous les liens qui existent de mon site internet pour que le moteur de recherche peut les indexer. Alors, si je reviens ici, le fichier il existe déjà. Ça c'est bien. Si vous n'avez pas le fichier, il faut tout simplement créer un fichier TXT et mettre ces informations à l'intérieur, l'information à qui vous autorisez, les pages que vous voulez pas les mettre, et aussi surtout en fait les informations par rapport au Google indexation, c'est-à-dire le sitemap. Vous pouvez voir bien évidemment, même lorsque vous allez chercher sur le moteur de recherche, vous allez trouver en fait les informations par rapport à un fichier robot.txt. Je peux tout simplement là ici aller au moteur de recherche Google et juste chercher le mot robot.txt. Vous allez voir qu'il y a énormément en fait, voilà ici donc des liens même officiels de la part de Google qui vous permet de créer et envoyer rapidement un fichier robot.txt. Donc vraiment c'est très facile à faire. Il y en a énormément de sites qui le font gratuitement, hein. Donc avec étape par étape qui vous explique voilà pour chaque code qui est intégré dedans à quoi il sert. Ok, et là, si je reviens ici, il vous dit, il y a une information qui m'intéresse beaucoup, là, dans ce paragraphe-là,
voilà, dans cette partie-là, il me dit que vous pouvez vérifier les erreurs de votre fichier en utilisant Google Search Console. Et maintenant, on va profiter à en discuter sur Google Search Console, parce que si vous voulez, c'est une interface que Google nous donne, et à partir de cette interface-là, on peut comprendre un petit peu comment intervient ou bien comment le moteur de recherche voit notre site internet. S'il y a des problèmes, s'il y a des erreurs, on peut les détecter à partir de cette interface-là. Vous savez, Google, s'il rencontre un problème de référencer votre site internet, il ne va pas vous envoyer un email. Non, le résultat, vous allez le voir. Vous allez être tout simplement dans la dernière page de moteur de recherche, voire parfois absent. Mais lorsqu'on crée un compte ici gratuitement sur Google Search Console, on va savoir exactement ce qu'il se passe entre le moteur de recherche Google, le robot exactement du Google et mon site internet, et du coup je peux vraiment suivre l'évolution de référencement. Ce n'est pas des statistiques mais plutôt un petit peu l'interface là où je peux lire s'il y a des erreurs dans la lecture donc des pages et dans l'indexation de mon site internet. Alors, pour accéder à Google Search Console, il fallait tout simplement taper ça sur Google et vous allez voir que voilà, donc ça c'est la partie connexion, il fallait cliquer ici et vous allez tout simplement être sur cette interface là. Il fallait bien évidemment être sur le compte en question parce que si vous avez plusieurs comptes, Gmail bien sûr, il fallait sélectionner le compte Gmail avec lequel que vous voulez intégrer le site internet pour faire le suivi, donc il fallait avoir un compte Gmail. Ok, pour ajouter votre site, il fallait cliquer tout simplement ici, vous allez trouver ici un petit bouton ajouter la propriété, donc vous allez dire est-ce que c'est un domaine tout simplement, ou bien un sous-domaine. Vous savez le sous-domaine par exemple, je peux créer un nom de domaine, je peux l'appeler par exemple référencement.com et dans ce nom de domaine là je peux créer des sous-domaines genre news.référencement.com ou bien blog.référencement.com. Si vous il s'agit d'un sous-domaine, vous allez écrire votre sous-domaine ici, sinon vous mettez votre domaine là et vous cliquez sur continuer et à ce moment là le Google Search Console il veut être sûr que vous êtes bien le propriétaire du site parce que on ne peut pas avoir ces données-là et ces informations-là par rapport à la santé de site internet si on n'est pas propriétaire. Donc être propriétaire de site, il est indispensable. Et pour cela, bien évidemment, il va vous donner plusieurs possibilités de prouver que vous êtes le propriétaire. Quand par exemple, il va vous donner un fichier qui va vous demander de l'uploader dans par exemple la racine de site internet, ou bien qui va vous demander de connecter Google Analytics et montrer que vous êtes propriétaire de Google Analytics. En tout cas, ces méthodes-là, c'est tout simplement pour prouver que vous êtes vraiment le propriétaire. Ok, une fois mon domaine il est ajouté, donc là je suis sur le domaine, je vais vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Alors ce qui est très intéressant, s'il y a en fait des erreurs, vous allez trouver directement un message d'erreur ici dès la page d'accueil. Par la suite, il vous donne un petit peu des informations sur les performances de votre site internet, les clics sur les pages. Ça, c'est des données donc simples. Vous pouvez bien évidemment aller ici et cliquer pour voir le rapport complet. Et là, ce qui m'intéresse en fait, c'est cette partie-là, indexation. Donc il vous dit, écoutez, il y a 3 pages indexées et 5 pages qui ne sont pas indexées. C'est-à-dire, lui, il va détecter tous les liens. Bon, pour moi, c'est très intéressant parce que j'ai que 3 pages que j'aimerais bien qu'ils soient indexées. Les autres, je veux pas qu'ils soient indexés. Donc là, il vous donne vraiment les informations tout au long, voilà, les mois, voilà, pour savoir si tout va bien ou pas. Par exemple, imaginez que moi, mon site contient 20 pages et je trouve qu'il y a que 2 qui sont indexées. Donc les 18 autres, il y a un problème, il y a un blocage. Et ça, c'est important. Là, il a détecté qu'il y a une vidéo, mais moi, je veux pas qu'elle soit indexée, la vidéo. Bah, je cherche pas à le faire indexer. Et ça, c'est des informations qui sont vraiment très importantes. Bien sûr, il vous donne un petit peu le comportement de votre site, s'il y a des informations à modifier au niveau, bien améliorer au niveau de mobile et même au niveau de l'ordinateur, parce que là, il travaille sur le temps de recharge et ça, c'est très important. Donc là, il vous donne orangé, donc c'est pas un truc qui est, on va dire, urgent. Puis si c'était rouge, alors là c'est important de le faire, j'ai 0 rouge, donc au niveau amélioration, oui, tu peux le faire pour un petit peu améliorer l'expérience de l'utilisateur sur le mobile ou sur le PC pour que ça soit un peu plus rapide le site internet. Là, voilà, donc il a détecté les 2 HTTPS parce que le site, vu qu'il y a du paiement électronique, donc il y a le protocole HTTPS, il a trouvé les 2, donc je suis content, donc il est actif. Et ça, bien sûr, hein, si je peux cliquer ici, je peux voir un petit peu plus de détails par rapport à ces informations-là. Donc je clique, voilà, il me donne un petit peu les 2 HTTPS qu'il les a détectés sur mon site, et c'est correct, ils sont bien donc détectés. Ok, alors si vous voyez là ici, donc à gauche, vous allez trouver un peu plus en fait d'options.
Alors, si je clique par exemple par rapport aux performances, donc là du coup je trouve un peu plus, on va dire le rapport un peu plus complet sur voilà le nombre d'impressions, le nombre total de clics sur mon site internet. Ça c'est des données, même par rapport aux mots-clés voilà qui sont recherchés. Bon, généralement le site, pour ceux qui viennent en fait visiter mon site, et c'est tout à fait normal, c'est généralement des gens qui me connaissent, qui ont suivi au moins une de mes formations et après ils peuvent aller un peu plus pour voir voilà les données. Je peux voir les pages qui ont été consultées, les appareils, je peux voir les pays, je peux voir en fait voilà plusieurs données. Alors il y a inspection d'URL. Alors l'inspection d'URL c'est quoi? C'est comme si vous avez une URL dans votre site internet et vous voulez l'inspecter, vous voulez voir un petit peu s'il y a des erreurs sur cette page spécifiquement. Donc là il suffit juste de mettre ici en fait l'URL que vous voulez que vous voulez contrôler, voilà, pour voir un petit peu comment ça se passe. Et là je fais un petit saut qui est très important. C'est cette option-là, la suppression. Alors parfois, il y a des pages que vous voulez les supprimer de l'indexation et c'est possible. Il suffit tout simplement de cliquer ici sur demande de suppression et Google, il va tout simplement supprimer l'existence de cette page-là sur les moteurs de recherche. Alors vous allez dire comment? Imaginez que vous allez vous rendre compte que Google, par exemple, il a indexé une page de test que vous êtes en train de juste tester ou bien c'est une page que vous voulez pas la faire apparaître, mais quand même vous avez publié, elle est active, mais juste vous avez envoyé juste le lien pour des amis à le voir ou bien pour des personnes spécifiques. Ou bien, imaginez parfois, il peut indexer même une page qui s'appelle page de remerciement ou bien de confirmation de commande. Ah, hop, elle est indexée. À ce moment-là, vous faites une demande, donc ici, de suppression et vous allez voir que l'information il va être supprimée au bout de 24 heures. Et ça, c'est très très intéressant parce que ça arrive souvent dans notre site internet, il y a énormément de pages qu'on veut les supprimer. Parfois, il y a même des pages que vous avez supprimées en réalité, mais sont encore indexées. Pour accélérer le process, vous pouvez tout simplement cliquer ici pour créer une nouvelle demande. Alors, ce qui m'intéresse aussi, il y a la partie page. Donc là, il va travailler vraiment, il va vous donner des datas sur les pages qui ont été indexées, avec des informations en fait sur ces pages-là. Il vous dit, voilà, même parfois les pages qui n'ont pas été indexées, pourquoi ils ne sont pas indexés. Il y a aussi, donc ça c'est par la partie vidéo. Et ça, ce qui est très intéressant, ce qu'on appelle sitemap, qu'on va le voir en détail par la suite comment le créer. Le sitemap, vous allez voir que c'est un plan de tous les liens de votre site internet pour que vraiment il facilite au moteur de recherche d'aller trouver directement le lien. Parce que pour trouver les liens, lui, il peut le faire. Mais ça prend énormément de temps et parfois, il ne peut pas trouver tous les liens de votre site. Parce que, par exemple, la page contact, elle existe, mais vous n'avez pas mis de bouton nous contacter sur votre site, ok? C'est comme si c'est une page satellite, on peut appeler ça comme ça, qu'il existe, mais il n'est pas, tu as oublié de la lier à partir de votre site web, à partir de votre page d'accueil ou bien même page interne. Le sitemap, ça permet vraiment d'aller très vite. Et ça sert à quoi? Ça sert aussi si vous avez ajouté des nouvelles pages, surtout en fait pour les sites e-commerce, qui ajoutent des nouveaux produits, pour les blogs, pour les forums et tout. Il y a des nouvelles discussions qui se créent. Lorsqu'ils ont été créés, on les ajoute directement sur le sitemap et on fait gagner énormément de temps au robot de Google pour chercher l'existence de ces nouvelles pages. Et ça, c'est très très intéressant. Et Google adore ça. À chaque fois qu'il fait l'indexation, il passe sur cette page-là pour regarder les idées et les informations qui ont été ajoutées. Par la suite, là, en fait, voilà, au niveau expérience, il vous dit un petit peu l'expérience, il n'y a pas de problème. Hein. Donc, s'il y a des problèmes, en fait, vous allez les détecter ici. Ça, ce qu'on appelait, voilà, les améliorations nécessaires que vous pouvez le faire. Voilà, il vous donne un petit peu l'amélioration au niveau du chargement. Donc, du coup, ça, c'est un petit peu les choses que vous pouvez ajouter. Hein. Donc, surtout ici, en fait, voilà, il a détecté 2 URL dans lesquelles, pour lui, voilà, il vous invite donc, en fait, à alléger un petit peu le chargement de ces pages-là. Il y a donc d'autres options, mais principalement, en fait, ce sont les options les plus intéressantes qu'on vient de le voir ici. Il y a la partie, bien sûr, paramètres. Donc là, ici, dans le paramètre, que vous pouvez, bien sûr, ajouter. Regardez là, ici. L'exploration, en fait, le fichier robot qu'on a vu tout à l'heure, qu'il a détecté, qu'il est valide, qu'il n'y a pas de problème. Donc, du coup, là, on peut voir un petit peu, en fait, un rapport général, en fait, de votre site internet. Et c'est pour cela, le Search Console, est très, très important. Il fallait rapidement, lorsqu'on commence à créer, à travailler avec le référencement, on crée le Google Search Console. Et ça, c'est très, très important. Et bien évidemment, il me permet de voir ou d'ouvrir une discussion entre moi et Google en réalité pour supprimer des pages, pour ajouter des pages et pour contrôler la santé de mon site internet. Ok, maintenant, donc sitemap,
C'est un fichier en format XML, voilà le sitemap de mon site internet. Bien évidemment, on va voir comment le créer. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Donc, sitemap, vous pouvez tout simplement aller sur Google, taper sitemap online, et vous allez trouver énormément de sites qui vous donnent cette possibilité-là. Comme je peux tout simplement donc faire mieux, donc aller à mon back-office, et je vais aller tout simplement donc à mon outil qui est Host SEO. Et lorsque je vais sur la partie, bien évidemment, réglage ici, vous allez voir que là, rien que dans la fonctionnalité de site internet, lorsque je descends ici un petit peu, vous allez voir qu'il y a en fait carrément une fonction qui est sitemap. Voilà, ça s'appelle plan de site en fait. Le plan de site, là, bien évidemment, il a détecté et je l'active. Alors, lorsque je l'active, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va tout simplement me créer, voilà, donc ce fichier-là. Et dans ce fichier-là, Google va trouver en fait ces liens-là avec des informations sur les images, sur les données, sur les datas. Et je peux bien sûr cliquer sur en savoir plus. Il y a tout en documentation qui vous explique en fait comment faire l'importance de ce site-là. Alors, pour moi, en fait, j'ai pas besoin donc de le créer. Il fallait juste aller ici et activer en fait cette fonctionnalité là et l'outil il va faire le nécessaire pour me créer le fichier et pour le partager. Alors on termine toujours dans l'indexation, donc par exemple là les paramètres d'URL. Alors c'est quoi? Il me dit ici déjà les URL semblent propres et vous allez voir que la couleur grise, c'est-à-dire que c'est pas très important. Donc généralement ici on peut pas trouver vert ou orange ou rouge. Alors c'est quoi en fait propre? Propre tout simplement, si je reviens à mon CMS, vous allez voir que là ici dans réglage et dans permalien, ici en fait il y a quoi? Il y a tout simplement en fait la façon avec laquelle l'URL je veux qu'il soit affiché. Donc regardez là ici, je lui dis toujours lorsque tu affiches le site internet, fais un slash et là tu mets le nom de l'article. Je veux pas qu'il laisse ça par défaut avec des chiffres parce que si on met que des chiffres, c'est pas très sympa à lire. Google et surtout le moteur de recherche cherche dans son robot à détecter les URL de page et détecter s'il y a des mots-clés dans les URL. Et ça aussi, ça aide et c'est très important. C'est vrai, c'est pas primordial, c'est pas obligatoire, mais c'est lorsque j'ai des URL propres, ça aide dans l'indexation. Et pour moi, il a trouvé que c'est propre. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les balises canoniques. Et ça, en fait, c'est que tout simplement aujourd'hui avec le CMS WordPress, ça s'ajoute automatiquement. C'est comme si on va dire que la page en question que Google est en train d'indexer, c'est la page originale, c'est pas une page duplicata, c'est pas une page, voilà, une deuxième version avec le même contenu. Non, c'est une page. Et généralement, le site internet contient uniquement des pages originaux. Ça veut dire si parfois vous avez des pages en duplication parce que vous êtes en train d'améliorer la page, ce que je vous conseille, c'est de désactiver la page originale, laisser la deuxième version que vous êtes en train de la mettre à jour. Il fallait pas dupliquer une page, commencer à la travailler et la laisser indexer. Et du coup, on revient vers le problème de duplication de data, même s'il y a légèrement d'informations modifiées. Donc du coup, on garde toujours la page originale. Et pour moi, les balises canoniques aujourd'hui avec le WordPress, elles sont en train d'ajouter automatiquement, c'est en fait ça, on l'appelle rel canonical. Ok, il y a aussi ce qu'on appelle la balise meta robot. Ça veut dire quoi? Ça en fait c'est une balise, la même chose, hein. Celle-là en fait elle est ajoutée automatiquement et je vais vous montrer comment être sûr qu'elle soit ajoutée, surtout avec un CMS. Ça, c'est pour dire que j'accepte que les moteurs de recherche indexent mon site internet, qu'il entre, qu'il voit, qu'il essaye, voilà, de faire un balayage sur toutes mes pages. Vous allez voir que là, ici, dans WordPress, dans général, dans les règles, dans la partie lecture, il y a cette option-là, visibilité par les moteurs de recherche. Là, si j'active cette option-là, en fait, elle va demander au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. Ça veut dire que le site n'existe pas pour les moteurs de recherche, si j'active cette option-là. Alors, bien évidemment, il ne fallait pas activer si on cherche le référencement. Et à ce moment-là, bien évidemment, cette balise-là qu'il va donner l'autorisation donc au moteur de recherche d'indexer, il va y avoir ici index et n'est pas en fait l'option no index. Généralement, c'est là la partie indexation. En fait, bien évidemment, on va trouver énormément d'informations, mais surtout lorsque les informations en fait sont juste en gris, qui sont pas d'une grande valeur, voire qui n'ont pas de valeur. C'est juste pour la propreté de la chose. Alors, ce qui m'intéresse aussi, c'est la partie lien cassé. Alors, le lien cassé, c'est quoi? Alors, si jamais il y a une page que vous l'avez créée, qui a été bien indexée, et par la suite, imaginez que cette page-là, vous l'avez supprimée, ou bien la page, côté il y a des erreurs, en fait, de programmation. Lorsque le site, il va l'ouvrir, il va le trouver 404, ou bien il va trouver des bugs.
Google n'aime pas ça, n'aime pas avoir des liens cassés, n'aime pas avoir des liens lorsque je clique, ça ramène nulle part, ça ramène vers un lien voilà, qui n'est pas existant. Et ça en fait pourquoi? Imaginez que vous êtes un utilisateur, vous cherchez une information, il vous donne un lien, vous cliquez et ça vous donne que le lien ne s'ouvre pas, il reste en train de charger, il n'y a pas de contenu dedans, il n'y a rien, il y a des erreurs. Ça c'est pas bien, vous allez dire oh, pourquoi cette page-là est indexée sur Google? Pourquoi Google ne fait pas son travail? Ce qui fait qu'aujourd'hui Google est le meilleur moteur de recherche, on peut dire, sur le marché. Pourquoi? Parce que il y a dans son algorithme cette détection des liens cassés qu'il va vraiment pénaliser le site, il va enlever ces pages-là rapidement. Et ça, pourquoi c'est pas bien? Parce que parfois on peut avoir une page qui est très importante de notre site internet, voire même la page d'accueil, elle est bien indexée, et un jour on a un problème sur cette page-là, il y a une erreur, il y a par exemple dans la page, il y a le produit ne s'ouvre pas, ne s'affiche, il y a des soucis qui empêchent que le site fonctionne, donc le lien ne marche pas. Et là, on va perdre tout le référencement d'un coup. C'est pour cela, les pages cassées, Google les retire automatiquement. Si votre site ne s'ouvre pas pendant une période, c'est tout à fait normal qu'il va être retiré de l'indexation. Et par exemple, là, on a en vert, ça veut dire qu'il n'y a pas des pages qui ne sont pas donc fonctionnelles sur mon site internet. Et ça, c'est très très important. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle les underscores. Donc, dans les URL, il me dit bien, vous n'utilisez pas l'underscore dans vos URL. C'est-à-dire que, vous savez, lorsqu'on écrit, il y avait le Terry, celui-là, hein, le Terry bar, on l'appelle comme ça. Et généralement, on fait avec le 8. Et pour Google, il aime beaucoup plus le tiret avec le 6 et non pas celui-là. C'est pas le underscore, donc il préfère celui-là. Regardez, comme si affiché ici, voici les tirets. Donc il préfère les tirets, donc c'est pour ça, dans vos URL, évitez de mettre donc des underscores. Ici, utilisez uniquement des tirets. C'est pour lui, c'est 3 mots. Mais underscore, pour lui, c'est un seul mot. Donc voici des underscores pour lui, au lieu de voici toute seule, underscore toute seule. Pour lui, lorsqu'on utilise ce symbole-là, pour lui, c'est un seul mot, hein, tout complet. Donc du coup, c'est très très important. Et là, c'est juste une information. Il me dit combien de pages qui ont été découvertes sur votre site internet. Donc là, il me donne un petit peu le nombre total des pages découvertes sur ce site-là. Si je dis le mot découverte, ça peut être même des liens externes. Ça veut dire que moi, je les envoie extérieurement vers d'autres liens. Mais ça, c'est le total. Interne et externe, c'est 26. Donc là, on vient de terminer la partie indexation, qui est une partie très importante, qui est la base en fait de référencement. Alors maintenant on va parler de la partie mobile, qui est une partie très très importante. Faut pas oublier que énormément de personnes utilisent la partie mobile. Et lorsqu'on parle de partie mobile, en fait on parle de ce qu'on appelle responsive. Ça veut dire que le site doit être un site responsive. Généralement aujourd'hui, les templates disponibles sur internet, lorsqu'on veut créer un site internet, ils sont en mode responsive. Ça veut dire que je ne serai pas obligé, lorsque j'ouvre mon site internet sur le mobile, je ne serai pas obligé d'agrandir, réduire la taille et trouver des difficultés à chercher les boutons. Donc même le menu, en fait, il change pour qu'il soit un menu en fait responsif. Et ça, c'est très très important. Ok, donc là, lorsque je vois que tout va bien, donc vraiment que ce site est parfaitement optimisé pour les smartphones, et là, voilà, donc ce qu'on appelle mobile friendly ou bien user friendly, ça s'appelle comme ça, user friendly, l'utilisation facile. Et bien évidemment, généralement, on a des soucis par rapport à ça, ça revient généralement sur le code et le template de site internet. Généralement, pour fixer ça, sûrement, on aura besoin d'un développeur qui a développé, qui a mis en place le site pour qu'il fixe en fait voilà la disposition de menus, des boutons, le style d'écriture, le texte. Et là le système il me donne même un petit aperçu sur l'affichage de mon site sur le mobile. L'écran elle est tactile, c'est très très important. Ça veut dire quoi? Que par rapport aux écrans tactiles, il y a suffisamment d'espace entre les boutons et ça c'est très très important pour les personnes qui appuient directement. Les plugins, voilà, il n'y a aucun plugin détecté, ça aussi c'est très important. Taille de la police, elle est bonne. Fenêtre d'affichage, bon généralement la fenêtre d'affichage, on ne peut pas avoir les deux en même temps. Là ici il me dit la fenêtre d'affichage est configurée, ça c'est vrai. Le contenu ne rentre pas dans la fenêtre d'affichage spécifiée. Généralement lorsqu'on utilise des grandes photos, même si on optimise les tailles de photos, pour ne pas perdre en fait l'affichage des photos sur le PC, on est obligé parfois donc de laisser les photos dépasser en fait pas l'écran, ça c'est sûr, mais qu'elles prennent en fait un espace grand, ou bien elles prennent comme ici par exemple
Si je vois ici que ce bouton-là ne peut pas être à côté de ce texte-là, parce que déjà, si je réduis la taille ici pour qu'il soit ici, je vais le perdre en fait au niveau de l'affichage là. Pour moi, ça sera très intéressant en fait de laisser grand comme bouton, comme affiche. Donc du coup, ça cause pas énormément de problèmes. Par la suite, donc là, il me dit infrastructure mobile, aucune infrastructure mobile détectée. Donc là, c'est parfois pour les versions mobiles. Il y a aussi des développeurs en fait qui créent des applications carrément qui sont 100% mobiles. Ça vous arrive, vous entrez dans un site internet, dès qu'il détecte que vous utilisez le mobile, il vous dit télécharger l'application. Bon, c'est pas un autre cas. Et là, il nous dit qu'il n'a pas trouvé ce qu'on appelle le AMP sur votre page web. C'est un, si vous voulez, c'est un API en fait, ou bien même on peut l'appeler un framework en fait, open source. Celui-là, il peut détecter l'utilisation de mobile et à partir de là, il peut créer en fait en temps réel en fait des pages simplifiées. On n'aura pas vraiment besoin, donc on ne l'utilise pas pour voilà un site de e-commerce ou bien un site de vente, on n'aura pas besoin de ça. Et c'est pour cela en fait au niveau de la couleur, c'est de l'information, c'est juste un plus. C'est ça la partie mobile qui est très importante. Attention, si le site ne fonctionne pas au mobile, si jamais ici en fait il n'y a pas les 5 en fait bleus, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le moteur de recherche, si quelqu'un fait une recherche sur le mobile, croyez-moi, il va préférez à afficher ou bien faire passer devant vous les sites qui sont peut-être moins en référencement mais sont bien sur le mobile. Eux, ils ont beaucoup plus de chances d'être affichés que votre site internet, même si votre site sur le desktop, sur l'ordinateur, il est bien classé, mais sur le mobile, il n'est pas trop bien classé. Les référenceurs oublient parfois de tester l'affichage de votre site au niveau mobile et au niveau desktop. Alors, maintenant, on va parler en fait des données structurées. Donc, le schéma.org, en fait, c'est quoi? C'est tout simplement, vous allez voir ici la définition, c'est un système en fait qui va permettre de passer les informations. Voilà, ça c'est en fait la définition. La mission, c'est de créer, de maintenir et de pouvoir créer des schémas de données structurés pour Internet. C'est les pages web, dans les emails et au-delà de ça. C'est-à-dire en fait ici les schémas en fait ce sont des structures qui permettent en fait de regrouper des informations par rapport à votre page web et ces informations là bien évidemment vont être utilisées par le Google. Aujourd'hui d'une manière automatique le système là il va détecter par exemple combien de pages j'en ai, les objets qui sont dans mon site et là il a détecté que voilà un site qui contient une page. Et là, j'ai ce qu'on appelle le protocole OpenGraph. Alors, protocole OpenGraph, vous savez que lorsque je partage par exemple le lien de mon site internet sur les réseaux sociaux, d'une manière générale, j'ai ici une description et ici une photo. Alors ici il me dit voilà donc la photo elle est manquante parce qu'il a trouvé toutes les balises nécessaires, mais au niveau l'image, là l'image en fait pour lui elle est manquante, il n'y a pas une image standard. Pour moi non, pour moi il y a une image mais je veux laisser vraiment le système détecter l'image, tout dépend de la page en question. Comment le faire? Alors si je reviens sur mon site WordPress, toujours sur mon extension ici, vous allez voir que dans cette extension là, donc je peux essayer d'aller en bas, voilà, pour trouver ce qu'on appelle les données OpenGraph. Lorsque j'active cette option là, qu'est-ce qui va se passer? À chaque fois que je vais partager mon lien sur les réseaux sociaux, sur peu n'importe, pas uniquement Facebook, tous les réseaux sociaux, là il va y avoir un extrait du texte et aussi bien une image automatiquement va être détectée sur l'image principale qui existe dans cette page là. Et donc du coup, l'image, elle est faite d'une manière dynamique, ça veut dire tout dépend du lien que je vais partager de mon site internet, est-ce que c'est une page de contact, est-ce que c'est une page d'article, tout dépend de cet lien-là, le système va détecter l'image principale et il va bien évidemment la partager. Donc ce qu'il faut faire tout simplement, il fallait activer cette option-là. C'est vrai que là ici, j'ai l'orange parce qu'il n'a pas trouvé une image par défaut, parce que dans mon système, je veux laisser en fait des images qui se font d'une manière automatique, pas uniquement d'une manière fixe. Vous savez qu'il y a parfois, si vous faites ça fixe, chaque fois que vous partagez votre site, il y a uniquement une seule image qui se fait, peu n'importe le lien de site. Alors pour moi, je laisse ça d'une manière dynamique, comme vous le voyez là ici. Il a détecté en fait l'image en question par rapport à cette page d'accueil. Il y a aussi ce qu'on appelle le Twitter Card. Bon, généralement, c'est le partage sur le réseau Twitter. Bon, pour ceux qui travaillent sur Twitter, dans mon cas, moi,
je n'ai pas donc le réseau Twitter, je fais pas la duplication ou bien le partage des datas ou bien de mes liens sur Twitter, donc c'est tout à fait normal que là j'utilise pas cette option. Donc là c'est la partie en fait données structurées. Vous avez là aussi ce qu'on appelle les micro-formats, mais c'est toujours à titre d'information, ce n'est pas quelque chose à traiter. Les micro-formats, c'est en fait il aide les machines comme Google ou bien les moteurs de recherche à comprendre et interpréter certaines informations destinées à l'homme, comme par exemple les informations de contact, les emplacements, les événements, les détails en fait, les numéros de téléphone, les mails. En fait, ce sont des informations destinées à l'homme. Donc du coup, on essaie à chaque fois d'aider le moteur de recherche pour le dire voilà, ça c'est des datas pour vous moteur de recherche et ça c'est des datas pour l'utilisateur final, mais c'est juste à titre en fait d'information, ce n'est pas une option à fixer ou bien à régler. Donc là, c'est la partie donc des données structurées que je vous conseille bien évidemment de l'activer ici. Il y a aussi beaucoup plus de détails, hein, toujours sur donc le lien de Yoast, donc SEO, qui vous explique parfaitement comment Facebook intervient pour comprendre en fait les liens et comment en fait le système va d'une manière dynamique, voilà, affecter donc les liens principaux, surtout sur les articles, hein, par rapport donc votre contenu lorsque quelqu'un ou bien vous le partagez sur votre site. Alors maintenant on est dans la partie sécurité. Donc la partie sécurité en fait elle va être répartie en 4 parties. Première chose, c'est la détection des emails sur votre site internet. Alors pourquoi il ne faut pas en fait écrire votre adresse email directement sur votre site internet en format texte? Parce que tout simplement il y a des logiciels qui vont tout simplement aspirer les sites internet soit des annuaires, soit des moteurs de recherche, hein, et ils vont placer ces adresses email là pour qu'ils vont être par la suite utilisés pour des emailing, pour faire du spamming surtout. Et c'est pour cela que dans mon site internet je mets pas en fait en clair l'adresse email. Et soit j'utilise un formulaire de contact, soit l'adresse email, je l'écris en fait sur une image. Alors lorsque l'adresse email est écrite sur une image, bien évidemment, ça va éviter que les logiciels donc de spam détectent cette adresse mail là. Et c'est pour cela, si votre site internet contient des adresses email, il fallait le mettre en format JPEG pour que ça devienne plus difficile pour les logiciels qui détectent les adresses email. Généralement, attention, ils vont les détecter avec le arrobas, donc c'est quelque part le mot-clé qui permet de trouver l'emplacement. Alors ensuite il y a ce qu'on appelle le démarque. Alors démarque en fait ça c'est beaucoup plus pour protéger les adresses email. Si quelqu'un prend votre adresse email et envoie un email à partir de votre adresse email, alors il faut savoir qu'on peut envoyer un email à partir d'une adresse email sans qu'on aura le login au mot de passe. Mais lorsqu'on envoie, si la personne en fait va faire répondre, c'est à nous les vraies personnes qui vont le recevoir et non pas en fait le spammer ou bien le pirate. Et pour qu'on fait une protection, le démarque bien évidemment installe un DNS spécifique qui permet de rejeter ce genre de comportement et mettre en quarantaine n'importe quel message qui a comme expéditeur votre adresse email à vous. Et généralement comment ça se fait? Ça se fait d'une manière générale à partir de votre domain name, ça veut dire au moment que vous achetez votre nom de domaine. C'est l'hébergeur de nom de domaine, c'est lui qui va vous aider en fait à mettre en place le DNS qui met en quarantaine toutes personnes qui vont utiliser en fait d'une manière sans autorisation votre adresse email. Vous allez trouver bien évidemment ici plusieurs informations et plusieurs en fait définitions et étapes à faire. Par exemple là je peux ouvrir ce site internet là qui s'appelle MX Toolbox. Je peux par exemple mettre ça mon site internet, je cherche sur le démarque et vous allez voir que là il va me donner les informations en fait nécessaires par rapport à tout ce qui est configuration DNS de mon site internet. Donc là du coup je trouve que les configurations ils sont complètes, mais l'information qui le démarque là elle est absente, donc elle n'est pas encore configurée. Et pour le faire bien évidemment je demanderai à mon hébergeur de site web et surtout l'hébergeur de nom de domaine, hein, de m'ajouter en fait le DNS spécifique pour faire donc l'arrêt et la redirection ou bien mise en quarantaine en fait, voilà ici la mise en quarantaine pour toute personne qui utilise le nom de domaine sans mon autorisation. Alors la sécurité SSL très importante parce que j'ai installé le HTTPS sur mon site internet. Donc le site internet
Il est sécurisé avec le HTTPS et du coup là je gagne des points au niveau de la sécurité et ça c'est très important parce que Google va préférer en fait afficher aux utilisateurs finaux des sites avec le HTTPS, surtout si on a de e-commerce, si on a des ventes à l'intérieur. Pour lui il va savoir que la transcription de toutes les informations et l'échange des datas ils vont être vraiment cryptés avec un protocole très sécurisé qui est le HTTPS. Et là le contenu mixte ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, ici, il ne va pas trouver dans mon site internet l'existence parfois de HTTP et parfois de HTTPS. Et ça, c'est pas bien. Parce que parfois, on peut être dans un site HTTPS, mais à l'intérieur, les images, ils sont en HTTP. Ça, ce sont des bugs que parfois, au niveau de développement, on peut les commettre. Et ça, c'est pas bien et c'est mal vu. Et là, ici, tous mon site, ils sont en HTTPS et ça, c'est très important. Ça veut dire les images, le contenu, les datas, ils sont tous en HTTPS. Voilà, donc là, c'est les informations au niveau de la sécurité. Plus ou moins ici, dans mon cas, moi, il n'y a que le DNS qu'il fallait le mettre à jour, mais sinon, toutes les autres informations, ils sont correctement installées et du coup, je gagne 2 points au niveau de la sécurité de mon site internet. Maintenant, la partie performance, et surtout, en fait, cette partie-là, c'est la rapidité, en fait, de chargement de votre site, parce que plus que le site il est rapide dans le chargement, plus que bien évidemment il va être apprécié par les moteurs de recherche. Alors au début, on va trouver en fait ces deux parties-là, ce sont des parties en fait qui sont beaucoup plus sur l'optimisation des images. Alors plus que vous avez en fait des ressources qui ont été bien évidemment optimisées pour réduire le temps de chargement, plus que c'est très intéressant. Pour moi, pratiquement toutes les images ont été optimisées à ce que voilà, lorsque je les enregistre, je réduis leur taille. Il y a bien évidemment même des liens en fait sur internet gratuites qui vous permettent d'optimiser toutes vos images. Et il n'y a pas que les images, attention, c'est pour cela que là ici il y a vraiment plusieurs informations en fait sur la compression des images et même la compression qui est fournie par Google PageSpeed. Et là vous allez trouver vraiment une très belle documentation qui vous donne les 10 on va dire habitudes à faire pour que vous arriviez en fait à bien optimiser en fait votre site internet. Et bien évidemment, plus que l'optimiser, plus que c'est très intéressant. Il y a la partie ce qu'on appelle la mise en cache. Alors attention, la mise en cache, c'est pas bien si les images ne sont pas mises en cache. Ça veut dire que moi je dois laisser la mise en cache active. Et pourquoi je laisse la mise en cache active? Parce que si quelqu'un il ouvre mon site pour la première fois, il va être chargé. S'il va l'ouvrir la deuxième fois, il n'aura pas à attendre le même temps, il va être le temps vraiment très réduit. Par contre, il y a ici quelques liens, quelques pages, surtout sur des fichiers qui sont en JavaScript, que j'ai besoin qu'ils se rechargent, parce que ces JavaScript là, par contre, ils vont ramener parfois des datas qui viennent des bases de données que moi je les mis à jour, comme les tarifs, comme les informations. Donc du coup, c'est pas très intéressant de mettre on cache tout le site internet. Et dans mon cas, c'est tout à fait normal que là, c'est en rouge, parce qu'il y a 11 éléments qui sont pas autorisés à être mis en cache. Je veux pas le changer, je veux les laisser. Par contre, si jamais je détecte qu'il y a des images qui sont mises en cache, ça c'est pas bien, bien sûr, c'est déconseillé. Il fallait laisser les images aussi mettre en cache. Vous allez voir que là j'utilise un plugin qui s'appelle Cache Lightspeed. Celui-là en fait il me permet de purger, si je veux, effacer tous les caches de mon site internet. Et bien évidemment, même par rapport aux gens qui utilisent à distance leur navigateur pour accéder à mon site, ils vont être obligés de recharger tout le site. Et là il y a carrément tout un réglage pour dire et expliquer lesquelles en fait des pages ou bien des informations que je veux qu'ils restent en cache ou pas. Donc du coup voilà, j'active en fait cette option là de mise en cache, et lorsque je l'active, ça va permettre en fait d'accélérer en fait le chargement de site. Et à chaque fois que je fais des modifications importantes sur mon site internet, je viens ici et j'appuie sur ce bouton là pour tout simplement, voilà, c'est un raccourci en fait qui me permet en fait de tout purger. Ça c'est très important, je fais tout purger. Je peux parfois purger juste le LS cache ou bien les CSS ou JavaScript, mais moi je fais tout et je le fais une fois à chaque fois que je fais vraiment des modifications très importantes sur mon site. Mais sinon le cache il est actif. Tant que mon cache est actif, je gagne ici donc des points, et c'est tout à fait normal que je laisse quelques-uns qui ne sont pas mis en cache, parce que c'est pour moi c'est très important de laisser quelques JavaScript se charger à chaque fois que le site se lance. Au niveau de l'optimisation, moi ici il détecte que voilà, il y a le codage, il y a les largeurs et la hauteur il est défini, mais quand même il dit que il y a énormément d'autres images comme par exemple là, au niveau des dimensions, il me dit par exemple par rapport à ces images là, les dimensions comme vous le voyez, ils sont grandes. Donc pour lui, là,
il a voilà une idée de faire réduire donc la taille, comme vous le voyez, c'est une très grande taille, et comme si là il propose de réduire ces tailles là pour vraiment bien voilà donc afficher ces images. La même chose au niveau de ces grandes tailles, il dépasse l'écran, donc du coup pour lui c'est pas bien, il fallait vraiment donc les modifier. Voilà, mais après voilà, c'est juste ici à titre informatif sur ce qu'on appelle le layout shift, les éléments LCP. C'est tout simplement en fait des éléments là qui permettent voilà de donner plus de données et des datas en fait par rapport au moteur donc de recherche, mais ce sont des éléments juste d'information, ce sont pas des éléments en fait d'optimisation. Alors on continue toujours en fait ici au niveau de l'accessibilité. Bien évidemment, si je parle d'accessibilité surtout en fait par rapport aux personnes qui sont malvoyantes, ou bien parfois si le site internet en fait il est affiché sur voilà des devices, ça veut dire des téléphones qui sont petits ou bien des grands écrans, c'est très important en fait d'avoir ce qu'on appelle une interface en machine correcte. Alors au niveau de l'accessibilité, j'aurai en fait deux indicateurs à vérifier. La première, c'est la contraste, c'est-à-dire que la couleur que j'utilise sur mon site par rapport à l'arrière-plan, parce que par exemple, si imaginez que là, si j'écris ici avec une couleur jaune, bien évidemment, on va pas être lisible. Alors si je regarde le site, là, j'écris avec le blanc sur le vert, donc c'est lisible. Donc c'est très important au niveau du site que tout soit clair, soit visible et qu'il n'y a pas voilà une confusion en fait avec une couleur, avec le background. Et ça, c'est bien sûr, c'est très bien apprécié par les moteurs de recherche. La navigation, bien évidemment, par rapport à la navigation, bon, généralement, ici, moi, dans mon cas, je n'utilise pas un menu, mais la navigation, ça rentre en jeu aussi le menu, est-ce qu'il est clair, est-ce qu'il est responsive, et tout, ces données-là sont très importantes. Donc, le WooRank, il a trouvé que la navigation de mon site, vu que là, ici, j'ai one page, donc il a trouvé que la navigation, elle est claire, elle est simple, donc pour lui, voilà, donc au niveau couleur, au niveau navigation, on peut avoir donc des deux indicateurs positifs. Là, si je vais partir au niveau technologie, c'est juste à titre d'information. Ici, il n'y a pas grand chose à faire. Ça, c'est juste des titres d'information. Il me donne des informations sur le serveur, le temps moyen en fait pour que le serveur réponde, parce que si vous avez en fait un serveur qui tombe souvent en panne, bien évidemment ça va pas être bien, il va vous dire il y aura énormément de temps que le moteur de recherche lorsqu'il essaye d'entrer dans votre site, il n'arrive pas. Donc là c'est des informations sur le serveur, c'est pour cela il fallait avoir un serveur qui est performant, un serveur de bonne qualité. Et là c'est des informations sur l'adresse IP, de l'existence de l'hébergement, là les technologies utilisées de le site, c'est juste aussi des tas d'informations. Et ça c'est très important. Là je montre qu'il y a des mesures d'audience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il a détecté que j'ai un Google Analytics, que j'ai un Google Search Console, et surtout en fait le Google Analytics. Pourquoi c'est important d'avoir un Google Analytics et de le connecter avec votre site internet? C'est vrai, on va suivre les données, les datas, mais c'est comme si je passe l'information au moteur de recherche, que je donne de l'importance au trafic, et je suis intéressé par rapport aux gens qui viennent, je veux les connaître, je veux vraiment que mon contenu soit vu au maximum. Si j'ai pas donc de suivi, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord, on n'a pas optimisé le site, on connaît rien sur le site internet, et il se peut que pour lui, il donnera l'importance aux personnes qui utilisent donc les outils voilà, de mesure d'audience. Et surtout, le moteur de recherche Google va chercher son produit qui est le Google Analytics, c'est tout à fait normal. Ça, c'est le doctype, donc le langage de programmation en fait de la page d'accueil qui est déclaré en tant qu'HTML5, qui est bien sûr adapté et qui soit responsive, et l'encodage aussi, l'encodage. J'utilise le UTF-8, ça c'est par défaut, donc les informations ça, lorsqu'on installe un CMS WordPress, automatiquement il va utiliser ça. Ça c'est pour décrypter et crypter en fait les caractères spéciaux, et du coup au niveau donc de la partie technologie, tout va bien, on n'a pas de problèmes au niveau de cette partie-là, qui est une partie beaucoup plus d'informations, et c'est très facile de les fixer, donc il suffit ici d'installer en fait le moteur, le Google Analytics, et il suffit là bien évidemment d'installer un CMS correctement développé pour que vous aurez une structure très bien. Alors là maintenant on va parler de branding, donc branding c'est une partie aussi qui est très importante. Alors au niveau de branding, là bien sûr il me donne des informations sur l'URL, ça c'est juste à titre d'information. Bien évidemment il est toujours recommandé d'injecter les informations en fait, ou bien les noms
aux mots-clés, voilà, le plus important au niveau du URL. C'est très très intéressant. Mais bon, par rapport à moi, je voulais travailler sur mon brand qui est Dr. Firas, donc du coup, c'est 8 caractères. Voilà, ça c'est juste à titre d'information. Et par la suite, vous avez le favicon. Vous savez, le favicon, lorsqu'on lance un site internet, il y a un petit bouton une petite image en fait qui sort ici dans votre navigateur. Ça, pour le fixer, bien évidemment, il fallait, par exemple, je peux le faire sur Yoast, donc SEO. Ça me permet en fait de mettre à jour plutôt les datas et les données en fait qui ont un rapport avec l'image principale. Voilà, ça c'est les favicon en fait. C'est un logo en fait que j'upload ici. Il va se transformer en favicon. Il y en a bien évidemment. Si je vais aller au réglage, vous allez voir que aussi en fait les informations de favicon, ce sont des informations qui sont très très sollicitées, très très demandées en fait. Il faut pas les confondre en fait avec les images. Hein. Ça c'est une image, comme on a vu qu'elle peut être partagée pour le partage sur les réseaux sociaux, mais le favicon en fait uniquement elle sort. Je peux vous montrer. Donc là, je vais un petit peu réduire ça ici et voilà ma favicon qui est ici en fait, qui est un petit bouton très très intéressant et que mon système va donc m'aider en fait à faire apparaître ce favicon. Vous pouvez tout simplement copier ça ici, venir ici, lancer la recherche. Donc il va pas vous donner un nom exact parce que c'est une information qu'on la place automatiquement au niveau de l'image principale de site internet. Si je clique sur la représentation de site, à partir donc de ce logo là, comme on a dit, il peut vous faire donc extraire votre favicon. Alors ensuite là, après le favicon, on a ce qu'on appelle la page 404. Alors c'est une page très importante que vous devez créer une page qui s'appelle page 404. Cette page là, elle sert à quoi? Elle sert à que si quelqu'un en fait, il va voilà chercher une page qui existait avant dans votre site et vous l'avez supprimée, il va pas trouver juste une page vide, non, il va trouver un petit message qu'on lui dit, voilà, c'est une page 404, cette page-là n'existe plus. Et lorsque vous personnalisez cette page-là, c'est très très bien pris en considération par le moteur de recherche. Vous avez ici le domaine, bien évidemment. Il vous dit que par exemple là c'est le domaine qui va expirer dans un an. Bon, bien sûr, bien évidemment, il va vous donner un petit peu les propositions des noms de domaine qui peuvent correspondre, qui vous dit voilà, vous pouvez les acheter, les réserver. Donc il vous donne des propositions d'achat dans d'autres noms de domaine. La même chose donc là, d'autres on va dire dispositions par rapport à lui en fait, pour éviter si les gens font des fautes d'orthographe lorsqu'ils vont taper votre nom, il peut se trouver dans un autre site et là il va vous donner des propositions selon bien sûr une certaine intelligence artificielle qui vous dit voilà les gens qu'est-ce qu'ils peuvent faire comme faute lorsqu'ils vont taper sur le clavier. Là c'est beaucoup plus sur les extensions, donc là j'ai déjà celui-là qui a été réservé, lui il me propose voilà d'autres noms de domaine si je veux ou bien si je suis intéressé par rapport donc à ça. Autre chose au niveau du domaine, en fait, voilà, ça reste toujours à titre d'information, donc ce n'est pas une obligation à le faire. Et ça aussi, c'est une information très très importante qu'il fallait réserver votre nom de domaine au minimum 5 ans. Pourquoi? Parce que pour le moteur de recherche, il sait très bien que le domaine ne va pas expirer dans un mois ou bien dans quelques jours. Donc pour lui, il sait que ces datas-là, ces données-là, ils sont là sur Internet, ils vont être beaucoup présentes. Il va aussi vous attribuer un petit score en fait par rapport à l'ancienneté de votre nom de domaine et aussi bien le nombre de données qui restent actifs sur ce nom de domaine. Alors là maintenant on va parler de ce qu'on appelle le backlink. Le backlink en fait c'est le lien de retour. C'est quoi le lien de retour? Alors il faut savoir que le site internet, s'il y a d'autres sites qui parlent de ce site-là, c'est-à-dire pour Google que votre site il est important. Et plus que vous avez des liens qui pointent vers vous, qui ont un lien qui ramène vers votre site internet, bien évidemment, ça va être très important pour le moteur de recherche. Il va dire que votre site, voilà, il est intéressant et on va le faire positionner dans la première page. Donc le backlink, croyez-moi, c'est, on peut dire, c'est au moins 30% en fait de référencement. Et attention, le lien de backlink, je veux pas moi mettre mon site voilà dans plusieurs autres sites internet qui sont pas bien référencés. Non, il fallait en fait faire une bonne sélection des sites internet qui vont pointer vers moi, qui soient des sites de valeur. Et vous allez dire, ok, c'est quoi un site de valeur? Un site de valeur, c'est un site qui a une page rank élevée. Ça veut dire quoi, page rank? Alors Google, il donne une note pour tous les sites internet du monde. Par exemple, pour lui, il s'est donné 10 sur 10. Pour Facebook, lui a donné 9 sur 10. Alors, chaque site,
il va lui donner un score. Plus que le site il est ancien, plus que le site il est connu, plus que le site il est populaire, plus que le site lui aussi il a des liens de retour par d'autres sites, plus qu'il a un score très intéressant. Et pour connaître le score de votre site internet, c'est très simple. Il suffit de taper PageRank ici sur Google. Par exemple, là, il y en a plusieurs sites qui proposent à trouver votre PageRank. Par exemple, là ici, je vais tout simplement donc mettre l'URL voilà, de mon site internet et voir ma PageRank. Ok, donc là voilà, on va lancer ça, on va voir. Bon, celui-là n'a pas donné, c'est pas grave, on va essayer de chercher un autre site qui soit... Voilà, on va essayer de chercher un autre lien qui va me donner, bon c'est tout à fait normal, hein, donc il fallait chercher lequel des sites qui va vous donner le PageRank. Alors celui-là il va donner des définitions, alors on va faire PageRank Checker, voilà, c'est beaucoup plus... On va essayer de voir, celui-là c'est DNS, mais on va essayer quand même de tester, et on va essayer celui-là, donc on va tester 2-3 sites pour voir lequel qui va me donner en fait un résultat voilà intéressant. Donc là ici on va essayer de coller ça, on va checker et on va voir s'il va me donner en fait le score. Bon, là il m'a donné 4 sur 10, je suis pas sûr si c'est vraiment 4 sur 10 parce que 4 sur 10 c'est énorme, hein. On va essayer de tester avec un autre URL, un autre site, voilà. Et on va tester ce qu'il va nous donner ici. Parce que en fait, il y a l'ancienneté qui entre en jeu. Hein. Donc plus que votre lien il est ancien, plus qu'il a bien sûr de l'importance. Donc on va encore lancer le check ici. Donc je viens de tester en fait sur un autre site. Et voilà, moi je savais que c'est 1 sur 10 parce que c'est un nouveau nom de domaine. Et c'est tout à fait normal en fait qu'il voilà, ne dépasse pas 1 sur 10. Et ça, moi je trouve que c'est voilà, beaucoup plus concret. Donc c'est pour cela il faut vraiment bien choisir le site qui va vous donner le rank pour savoir très bien où est-ce que vous allez faire une inscription ou bien demander une redirection ou bien voilà, un pointage ou bien un backlink. Il y a une information très intéressante. Alors vous allez dire ok, comment faire en fait les backlinks? Comment augmenter ce nombre-là? Il y a plusieurs façons de faire. Alors, il y en a bien évidemment beaucoup de freelanceurs qui peuvent faire ça pour vous. Hein, aujourd'hui sur Fiverr, sur Comap, qui proposent à vous créer ce qu'on appelle le backlink de qualité. D'ailleurs, ils vous envoient en avance en fait quels sont les annuaires qui vont faire la soumission. Et bien sûr, vous allez faire augmenter votre nombre. Mais il faut faire très attention. Il y a une autre méthode qui est très importante que vous pouvez faire vous-même. Il suffit de taper sur Google Backlinks Checker. Alors là, il va permettre de faire quoi? C'est très simple. Celui-là, je peux prendre par exemple le site de Ahrefs. Celui-là, il est quand même il est très connu. Il n'y en a pas uniquement celui-là, il y en a d'autres. Alors celui-là, il suffit de lui donner un URL exact. Par exemple, bon, même si je vais faire le site internet, imaginez que là, vous allez mettre le site de votre concurrent. Et lorsque vous allez cliquer sur Check Backlink, vous allez capter en fait ce concurrent-là, qui c'est qui pointe vers lui. Et bien évidemment, ça va vous donner en fait des informations, des idées, des datas en fait, des données, pour que vous dites ah tiens voilà en fait les sites qui pointent vers mon concurrent là, et pourquoi pas, je vais essayer moi aussi en fait de faire positionner mon site chez eux. Et généralement en fait on peut trouver qu'ils sont ce qu'on appelle les annuaires. Voilà, ce sont des annuaires en fait de référencement, et ces annuaires-là acceptent en fait le fait que vous faites la soumission de votre site dedans. Mais ça, c'est une astuce que moi j'utilise qui est très intéressant, c'est le backlink. Ça vous permet de voir parfaitement votre concurrent, qu'est-ce qu'il est en train de faire. Alors ici, c'est tout à fait normal, il me dit que le backlink il est mauvais parce que c'est un nouveau site qui vient d'être optimisé, et du coup c'est le moment de commencer à chercher à créer des backlinks, de créer des milliers de backlinks. Il y a ce qu'on appelle le compteur de backlinks. Alors le compteur c'est quoi? C'est que bien évidemment il va voir combien de sites différents qui pointent vers vous, parce que je peux avoir un backlink énorme genre 1000, mais en réalité ils sont que 500 sites, parce qu'il y a le site parfois il peut vous envoyer de liens ou bien vous créer des articles. Attention, les réseaux sociaux ne sont pas comptabilisés, n'ont aucun sens. Ça veut dire que si vous allez entrer dans les groupes, vous mettez comme des commentaires le lien de votre site internet, ça compte pas dans le référencement, donc il n'y a pas d'intérêt à le faire. Là les domaines donc référés, c'est un petit peu
principalement les 5 top domaines, on va dire, qui viennent votre site internet. Et là, après, il vous donne la qualité du lien qui pointe vers vous. Il va vous donner un score. Par exemple, là, j'ai un lien qui vient d'Udemy. Bien évidemment, j'ai 3 étoiles parce que Udemy, quand même, il a un PageRank qui est très élevé. D'ailleurs, on peut la checker. Donc, je peux venir ici, par exemple, mettre udemy.com. OK. Et on check Udemy, je pense que Udemy facilement, il va dépasser les 5. Peut-être qu'il peut être à 6. Parce que, voilà, il est 8. Bon, voilà, donc ça montre que c'est un géant, en fait, que la qualité du lien qui vient de celui-là est équivalente à avoir une centaine d'autres sites internet. Ça veut dire, mieux faire un site qui a un PageRank 8, c'est mieux de le faire vers 100 ou 200 sites internet qui ont les PageRank entre 2 et 3. Ok, donc là, bien évidemment, c'est le référencement avec le backlink qui est très important. Là, bien sûr, lui, il va vous donner une estimation de trafic. Il vous dit que vous avez un trafic très faible vers votre site et que il n'a pas, en fait, voilà, il n'est pas référencé assez sur plusieurs mots-clés. C'est tout à fait normal dans le cas qu'on est en train de le faire. Donc, il fallait d'abord travailler le backlink. Pour augmenter ce backlink là, c'est normal, le score global il va être augmenté parce que dès que je travaille le backlink, ce score là il va encore monter vers les 80 et au niveau de trafic, automatiquement il va y avoir un trafic aussi bien positionné. Au niveau local, ça c'est pour les personnes qui ont un business physique, donc leur site internet doit être connecté avec ce qu'on appelle le Google My Business. Bon, ce n'est pas mon cas, vu que mon produit c'est un produit virtuel, et il vous dit là ici que voilà, il fallait connecter sur Google My Business, et là il va détecter bien sûr les avis des gens sur votre Google My Business. Là bien évidemment il va détecter les réseaux sociaux qui sont donc connectés à votre page, que vous pouvez bien évidemment ajouter Instagram, LinkedIn. Alors ces données là, généralement si on veut les ajouter, généralement on va aller rapidement en fait vers notre outil. Et dans cet outil-là, on a carrément tout un espace en fait dédié sur les réseaux sociaux en fait, et ça me permet en fait de faire la connexion de mon site internet avec toutes les réseaux sociaux. Vous allez voir ici, bon, là la connexion du site c'est beaucoup plus avec les moteurs de recherche comme vous le voyez, mais on a toute une page dédiée pour les réseaux sociaux. Je clique sur Général, vous allez voir ici qu'il y a Profils sociaux. Et donc je clique ici, et là bien évidemment je clique sur modifier, et vous allez voir qu'il va me donner la main en fait à ce que je peux ajouter ce qu'on appelle en fait les différents liens des réseaux sociaux. Voilà, pardon, je clique sur modifier, c'est par là, voilà, mettre à jour. Et là bien évidemment je peux injecter tous les liens, voilà, qui me permet à être sur les réseaux sociaux. Et là, donc, si je descends encore un petit peu, je vais trouver vraiment toute une liste là où je peux ajouter les URL en fait qui m'intéressent par rapport à mon site internet. Et bien évidemment, ces URL là, ils vont être encore ajoutés sur donc l'indexateur donc de Facebook.